coup, mais comment tu faisais pour bien gérer ton budget? Parce que si tu achètes dans un endroit un endroit qui est considéré comme ghetto et que 3-4 ans plus tard, c'est devenu bobo, et tu fais une grosse plus-value. Mais du coup, c'est toujours intéressant d'investir dans l'immobilier, selon toi? Dans les couples, ils utilisent le 50-50 pour ne pas parler d'argent. Un remboursement d'emprunt immobilier, ce n'est pas l'équivalent d'un loyer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui trouverait normal de dire à son partenaire de vie, tu vas virer par exemple 200 € ou 300 € tous les mois sur mon livret A, sur mon compte épargne? Tu penses à partir de quel âge il faut commencer à penser pour sa retraite? Tu vois, par exemple, pour les enfants, moi, ce que je dis, c'est bien d'avoir le porte-monnaie et la tirelire. Parce qu'en fait, dès que tu as des sous, il faut dire à ton enfant, tu as ton porte-monnaie, c'est pour tes petites dépenses, en fait, acheter tes petits bonbons. Et tu as ta tirelire, et dans ta tirelire, tu mets de côté pour les plus grosses choses. Tu vois, si tu veux t'acheter un vélo, on ne peut pas vouloir changer sa rémunération sans rien changer. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le Mindset. Comme vous le savez, tous les mois, nous allons accueillir des invités différents qui vont nous parler de leur parcours, de leur réussite, mais aussi de leurs échecs, et nous donner des astuces et des conseils sur différents sujets. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir une experte en éducation financière, une personne qui aide les gens à reprendre en main leurs finances grâce à une méthode simple, facile et efficace. Elle permet aux gens d'épargner, mais également d'investir, et elle parle d'argent sans aucun tabou. Nous avons la chance d'accueillir la fondatrice de Mon Budget Bento, Maëva. Maëva. Bonjour, bonjour tout le monde. Salut, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va. Pour les gens qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter rapidement? Je m'appelle Maëva, comme tu l'as dit, je suis la créatrice du compte Mon Budget Bento. Donc, il y a le compte Instagram, mais il y a aussi le blog pour les personnes qui ne sont pas trop réseaux sociaux. Je suis l'auteur du livre Mon Budget sur pilote automatique. Donc, c'est un livre dans lequel je parle de gestion de budget. Et au-delà de ça, j'interviens dans des événements, etc., sur la thématique de l'éducation financière. Ok, parfait. On va décortiquer tout ça un peu pendant l'entretien ici aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer la page Mon Budget Bento? Comment t'es venu le déclic? Alors, en fait, Mon Budget Bento, c'est la conséquence de mon livre. Enfin, oui, c'est la conséquence de mon livre, puisque à la base, c'était... ça, j'ai déjà raconté 1000 fois pour les personnes qui ont écouté le podcast avec moi. Mais en fait, à l'époque des Gilets jaunes, avec mon frère, on avait un peu des débats, parce qu'on aime bien débattre de l'actualité. Et il me disait que oui, mais tout le monde n'arrive pas à bien gérer son budget, etc. Donc, et puis il me dit en rigolant, t'as qu'à écrire un livre pour expliquer aux gens comment gérer leur budget. Et donc moi, je l'ai pris au mot et j'ai écrit le livre. Et une fois que j'ai écrit le livre, je me suis dit, mais en fait, Maëva, il n'y a personne qui va aller sur Amazon et taper livre de Maëva, tu vois. Donc, quand même, comme j'ai un background marketing, etc., je me suis dit, autant créer un compte Instagram. Surtout que dans le livre, finalement, j'ai parlé vraiment de budget, mais le budget, c'est juste le niveau 0, en fait. Après, il y a tout ce qui va autour. Et du coup, j'ai créé le compte Instagram et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient très intéressés. Et c'est de là qu'est né le compte. Ouais. Donc tu t'es dit, comme ça, comment on écrit un livre? Enfin, comment tu te dis du jour au lendemain, bon, allez, je vais écrire un livre juste comme ça, tu t'es lancé Ouais, mais moi, en fait, j'ai toujours un peu des lubies. Tu vois, pendant un moment, c'était le jardinage. Bon, j'ai pas de jardin, mais j'ai 2 balcons. Donc, du coup, j'avais des plantes, un potager sur mon balcon, etc. Tu vois, donc, j'ai toujours pendant un moment, c'était la peinture. Enfin, bref, je suis un peu de tout. Et puis, je sais pas, là, je me suis dit, mon frère il m'a dit ça. Je me suis dit, et puis, ça peut être utile. Ça peut être utile, donc autant le faire. Et j'aime bien écrire. Donc, voilà, les étoiles se sont alignées. C'est vraiment, vraiment intéressant de se dire, de se lancer comme ça sur un truc qui est aussi gros qu'un livre, parce qu'il y a des gens qui mettent des fois une vie à écrire un livre. Oui, Donc, mais c'est parce que les gens, ils se mettent la pression. Moi, j'avais pas de pression. Je me dis, j'écris un livre pour expliquer un truc hyper basique, la gestion de budget. Et finalement, pour moi, c'était pas un truc genre rocket science, quoi. Pour moi, c'était comme un livre de recettes. Ok, ouais. Voilà. Sans vouloir décrédibiliser le travail des gens qui écrivent des livres de recettes. Mais voilà, pour moi, je le voyais dans ce niveau de technicité-là, pas un roman, tu vois, un truc un peu où il faut faire des figures de style, etc. Puis en plus, le livre, je l'ai vraiment écrit comme je parle. Donc du coup, c'est assez marrant à lire. Ouais, donc c'est un livre assez léger. Oui, voilà, léger, exactement. Ok, ça va. Et du coup, dans ton livre, tu as dit que ton frère a dit, tu avais parlé du fait que les gens ne savaient pas bien gérer leur budget. Comment tu décrirais, toi,
avant l'écriture de ce livre, avant la création de ton blog et de ta page, ton expérience dans la gestion de budget et gestion financière? Bah, moi, en fait, j'ai jamais eu de problème d'argent. Et quand je dis j'ai jamais eu de problème d'argent, je dis pas que j'ai toujours eu beaucoup d'argent. J'avais mon fils, j'étais en alternance, donc j'avais pas d'argent. Mais j'ai jamais eu de problème d'argent. Parce que pour 1 € que j'avais, je dépensais jamais plus que 1 €. Et en fait, ça, c'est quelque chose. Enfin, moi, par exemple, le découvert, à chaque fois, je dis je l'ai découvert avec le père de mon fils. Parce que, en fait, je ne savais même pas qu'on pouvait être à découvert. Je ne savais pas ce que c'était. Moi aussi, tu vois. j'évite les découverts et tout. Ouais, voilà. Et en fait, je ne savais même pas. Donc, moi, j'avais un compte et mon compte, il était jamais en négatif parce que je ne savais même pas qu'on pouvait être en négatif. Et puis après, avec la vie, tu t'emménages avec quelqu'un et tu découvres un autre mode de gestion. Parce que tu sais, quand tu gères ton argent, que tu n'as pas vraiment de responsabilité, tu penses que tout le monde fait comme toi. Bon, j'ai découvert que ce n'était pas le cas. Et du coup, là, c'était vraiment... c'était pas moi. Moi, j'ai toujours géré de la même façon. Mais c'est vrai que c'est plutôt quand je me suis mis en couple que j'ai découvert des choses, pour moi, qui étaient inconcevables, quoi. Je me disais, mais c'est tellement stressant. Moi, j'aime pas le stress. J'aime bien être tranquille, tu vois. Et ça me stresserait d'être à découvert et de me dire, mais comment... Parce que le découvert, le problème, c'est que c'est pas tellement le montant. Parce que, imaginons, tu as 100 ou 200 € de découvert. Mais ça veut dire que le mois d'après, il va falloir que tu commences avec un salaire réduit. Moi, à l'époque, j'étais alternante. Je crois que je gagnais genre 1 000 € ou 900 €. Si je mets 200 € de découvert sur mon compte, et le mois d'après, je fais comment ? Ouais. Du coup, on rentre déjà dans dans le vif du sujet. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, le découvert, c'est un mauvais service que la banque te rend parce que après, ton but, tu n'arrives jamais à te... Surtout si tes revenus ne changent pas drastiquement, tu ne te Exactement. remets jamais à jour sur ton compte et tu vis en découvert et c'est ça, entre guillemets, le début de la fin. Mais du coup, tu es rentré dans le vif du sujet. Du coup, mais comment tu faisais pour bien gérer ton budget? Comment tu répartis les choses pour te dire que j'ai ça, je dépense ça sur ça, je dépense ça sur ça. Est-ce que tu as une technique ou un... Ouais, ça, c'est ce que j'explique dans mon livre. Parce qu'au départ, je n'avais pas vraiment de méthode. Je faisais un peu au fil de l'eau, juste en faisant bien attention de ne pas dépenser tout mon argent et d'avoir toujours d'épargner. Donc, la chose que j'ai toujours fait, c'est toujours d'épargner dès que je reçois mon salaire. C'est-à-dire, même quand j'étais alternante, j'avais mon petit 1 000 €, mais sur mes 1 000 €, je mettais, je ne sais pas, 30 ou 40 ou maximum 50 €, parce qu'avec 1 000 €, tu ne vas pas non plus très loin. Mais en tout cas, je mettais un petit montant de côté tous les mois. Et après, là où j'ai commencé vraiment à changer mon organisation, c'est quand j'ai commencé à travailler. Et moi, j'ai fait une école de commerce, j'étais embauchée direct cadre, etc. Donc, j'ai commencé tout de suite en gagnant relativement bien ma vie, en tout cas de façon correcte. Et donc, du coup, j'ai commencé à payer beaucoup d'impôts d'un seul coup. Parce que je suis passée de l'apprentissage où tu n'es pas du tout ou quasiment pas imposable à un vrai salaire. Donc, du coup, ça change tout. Et à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais à l'époque, il y avait pas le prélèvement à la source. Parce que le prélèvement à la source, c'est depuis 2019, je crois. Moi, je suis belge, donc pour les... Ah oui, vous avez toujours eu le prélèvement à la source. Pour les Belges, c'est quoi le prélèvement à la source? C'est quoi prélèvement à la exactement? source, en fait, on te prend tes impôts directement sur ton salaire. Ah oui, mais Donc, on a vous ça avez aussi. ça. Ouais, Alors on a ça. qu'en France, avant 2019, on te donnait tout ton salaire, enfin, l'entreprise te donnait tout ton salaire et ensuite, toi, tu devais donner une partie de ton salaire aux impôts. Ok, mais en fait, nous en Belgique, ce qui se passe, c'est que tu es taxé sur ton brut tous les mois, Ouais. tu payes des charges, et à la fin de l'année, tu reçois une lettre comme quoi tu dois payer des impôts. Par exemple, soit tu peux recevoir de l'argent Ouais. de l'État, ou soit, par exemple, tu dois payer, je sais pas, au moins 500 € parce que tu as trop gagné, etc. Mais Oui. on le prend pas directement. Est-ce qu'on le prend directement? Si, bien sûr qu'ils le prennent sur le compte. Ouais, Tu fais juste l'ajustement oui, à la fin de tu l'année. dois pas faire un virement ou quoi, ouais, ils le prennent Voilà. direct, ouais, c'est vrai. Voilà. Alors qu'avant, en France, tu touchais ton salaire et ensuite, tu devais encore donner une partie de ton salaire à l'État. Alors que maintenant, c'est prélèvement à la source, c'est-à-dire c'est ton entreprise qui verse directement tes impôts à l'État. Et après, en fin d'année, effectivement, soit ils te remboursent, soit tu dois verser un complément en fonction de combien tu as payé dans l'année et combien tu as gagné. Et comme c'était un montant qui était assez important et qui était prélevé genre le 14 ou le 15 du mois,
Du coup, tu dois rester pendant comme ça 2 semaines à toujours penser, ah attention, il ne faut pas que j'oublie que j'ai tel et tel prélèvement. Et donc la première chose que j'ai fait vraiment, c'est j'ai dit, bon écoute, tout ce qui est prélèvement, je mets tout ça sur un compte. Ce compte-là, je ne le calcule plus. Et le reste de mon argent que je peux utiliser comme je veux, je le mets ailleurs. Et en fait, tu vois, c'est la partie de compartimenter vraiment son budget. C'est ce que j'explique principalement dans mon livre. Pour, en fait, avoir, dès le début du mois, en fait, tu sais combien tu as vraiment. Parce que le problème, c'est que quand tu commences le mois, tu as 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros, peu importe ton salaire, mais qu'en fait, tu as 1 200 euros de loyer, que tu as X centaines d'euros de gaz, électricité, etc., ben, au final, en fait, tu n'as pas 3 000 euros, tu n'as pas 2 000 euros. Il te reste peut-être 500 euros, tu vois ce que je veux dire, une fois que tu as payé toutes tes charges. Et donc, c'est l'idée vraiment quand tu te fais plaisir ou quand tu as envie d'acheter quelque chose, tu commences pas à sortir ton téléphone. Parce que moi, comme je te dis, j'ai jamais été à découvert. Donc, quand je voulais faire des dépenses, à chaque fois, j'allais sur mon compte, je regardais, bon, est-ce que tel et tel prélèvement sont déjà passés pour savoir est-ce que je peux m'acheter tel ou tel truc. Et c'était vraiment chiant, quoi. Donc, pour arrêter ça, j'ai mis, hop, les prélèvements de côté. Comme ça s'est payé et ça ne pas la tête. Tu as tout structuré. Et pour parler un peu de gestion comme ça, est-ce que, parce que j'entends souvent parler de la méthode 50, 30, 20, je te vois les yeux au ciel. En fait, oui, pour expliquer un peu aux gens qui ne savent pas, c'est se dire 50% de ton revenu, tu le mets dans tout ce qui est charges, donc loyer, nourriture, donc les besoins essentiels. 30%, je pense que c'est pour tout ce qui est loisirs, etc. Et 20% épargne investissement. Est-ce que toi, tu conseilles les gens d'aller dans ce type de structure-là ou tu n'es pas dans une approche aussi rigide que ça? Pas du tout, parce qu'en fait, moi, je pars du principe que déjà, on n'a pas tous et toutes les mêmes contraintes. Par exemple, quand tu habites en région parisienne et quand tu habites en province, au niveau du coût du logement, bon, même s'il y a certaines villes en dehors de Paris qui coûtent aussi cher, mais c'est de dire, en fait, moi, j'essaie de ne pas donner trop de conseils, dans le sens où j'ai envie que les gens réfléchissent. Tu vois, les trucs tout cuits, genre 50, 30, 20, etc. Je trouve ça nul. Non, mais c'est bien de le dire, on est là non, pour mais ça. je trouve ça nul parce qu'en fait, je me dis, bah, en fait, les gens, ça leur donne une excuse pour ne pas réfléchir finalement. Ils se disent, bon, bah, je vais respecter ce truc-là. Mais en fait, par exemple, t'as pas d'enfant, tu vis encore chez tes parents, ou tu vis en coloc, enfin, ton loyer, ça te coûte pas cher. Pourquoi tu vas mettre que 20% sur ton épargne? Ça n'a pas de sens. Ben non. Ouais. Tu peux épargner beaucoup plus. Oui, tu peux épargner beaucoup plus. Pourquoi est-ce que c'est pas la personne qui a que 30% de charges vraiment parce que tu n'as pas de gosse, tu n'as pas un lifestyle démentiel, parce que voilà, bah pourquoi tu fais pas 30 de charges, 20% de loisirs et 50% d'épargne? Ouais. Et en plus, c'est le côté, en fait, la vie, c'est par phase, en fait. Il y a des moments où, en fait, tu es obligé de dépenser parce que peut-être ton salaire, il est réduit. Donc, forcément, bah, comme c'est des proportions, ton loyer ne change pas. Si ton salaire, il est réduit, bah, forcément, ton loyer va prendre une proportion beaucoup plus importante de ton revenu. Donc, et puis, il y a des moments où tu dis, non, là, franchement, j'ai un projet, histoire de loisirs, là, je vais mettre ça de côté pendant 6 mois, pendant 1 an, parce que je veux constituer un apport pour un achat immobilier, ou j'ai envie de faire une formation qui coûte X milliers d'euros. Et du coup, bah, ça ne va pas s'adapter à ça. Donc, moi, je préfère que les gens soient plus dans un mode où ils font une espèce de rétrospective. Tu vois, dans mon livre, c'est pas comme, j'ai dit que c'est comme un livre de recettes, mais c'est pas comme un livre de recettes, parce qu'il y a quand même une partie, voilà, comment tu réfléchis, quels sont tes objectifs, etc. Et de se dire, bah, qu'est-ce qui est bon pour moi maintenant? Il y a des moments, bah, en fait, on a des grosses contraintes, on ne peut pas faire ce qu'on a envie de faire. Oui, il faut pouvoir s'adapter en fait à sa situation. À sa situation, ses objectifs, et ces contraintes, ça fait partie de la situation. Non, je comprends. De ne pas suivre, parce que c'est vrai que c'est vrai un modèle déjà tout fait, Oui, tout cuit. etc. Mais bon, tout le monde n'est pas dans cette situation-là. Comme tu as dit, par exemple, si tu habites chez tes parents et que tu ne payes pas de loyer, pourquoi pas plus épargner et pas suivre ce côté-là. Donc tu dis, tu donnes pas de conseils, mais tu donnes des pistes. Oui.
des pistes de réflexion. Voilà, des pistes de réflexion. Est-ce que tu peux, sans spoiler tout le livre, parce qu'il faut quand même que les gens le lisent, quelles sont quelques pistes de réflexion que tu donnes à une personne, que tu conseilles aux gens quand ils se disent, bon, je vais reprendre la main sur mon budget, sur ma situation financière, je vais sortir du découvert. Quelles sont les pistes que tu donnes? Bah, en fait, moi, la première piste que je donne, en tout cas, si je donne un conseil, c'est d'automatiser au maximum. C'est-à-dire que le truc où tous les mois, tu vas réfléchir, je vais aller sur l'application de ma banque, je vais faire un virement sur mon compte épargne de tant d'euros, etc. Ça n'existe pas, d'accord? Disons-le nous. Disons-le nous, ça n'existe pas. Tu vas le faire pendant 2 mois, après un mois, tu vas oublier. Tu vas le faire pendant un mois, après un autre mois, tu vas oublier. Après, tu vas le faire pendant 3 mois, tu vas encore oublier. Mettez en place virement automatique. Et en fait, faut bien commencer quelque part. Je pense que dans mon livre, ce que j'explique, c'est plus que essayez pas de faire comme les autres, trouvez votre propre façon de faire, du moment qu'à la fin du mois, vous n'êtes pas à découvert. Voilà, déjà, et vous épargnez. Parce que c'est quand même la clé du budget. En fait, si tu n'épargnes pas, il y a pas. Ton budget, il ne fonctionne pas, en fait. Il n'est pas équilibré. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer que tous les mois, on va dépenser exactement le même montant. Ouais. Tu vois, il y aura forcément un mois, même sans parler de problème, mais même, je sais pas, tu pars en vacances, bon, bah forcément, tu vas manger un peu plus dehors, tu vas pas faire exactement les mêmes dépenses que quand tu es... quand tu es à la maison et que tu travailles. Voilà, quoi. Exactement. Ouais. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Tu as commencé par l'automatisation. Ouais, l'automatisation. De ses revenus, des virements. Voilà. Et après, pour les pistes de réflexion, ça va plus être de se poser la question, déjà, la relation à l'argent. Parce que moi, je parle souvent sur mon compte de l'euro-respect, de dire, en fait, c'est bien de travailler, mais les tapes dans le dos, ça va 5 minutes, en fait. Et en plus, quand je dis les tapes dans le dos, tu sais, c'est... Là, je suis en train de taper mon épaule pour les personnes qui regardent, qui écoutent le podcast. Ouais, on comprend. Tu vois, genre, c'est bien. T'as bien travaillé, bravo. Vraiment, l'équipe est fière de toi. Mais par contre, quand tu regardes en bas de ta fiche de paie, là... ça change pas. Oui, ok, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, il y a le côté respect, genre, j'atteste le fait que tu travailles bien, que tu machin, etc. Mais par contre, paie-moi, en fait. Si jamais je travaille si bien que ça, donne-moi juste mon argent. Ouais. Parce que le travail, c'est pas... Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je ne travaille pas pour la gloire. Après, peut-être qu'il y a des personnes qui travaillent pour la gloire. Mais moi, c'est pas mon cas. Voilà. Je comprends. Ça, c'est plus au niveau employeur qui doit rémunérer ses employés à leur juste valeur, entre guillemets. Ouais, mais c'est pas que... déjà, c'est pas par rapport à l'employeur, c'est par rapport à soi-même. Tu vois, c'est de se dire, mais attends, je consacre 35, 39, 40 heures, ou quand tu es entrepreneur, ça peut être beaucoup plus, hein, ça peut être 50 heures, ça peut être 70 heures par semaine à mon activité. Et finalement, est-ce que je me rémunère à ma juste valeur? C'est ça la question. Parce que surtout pour les entrepreneurs, ils ne comptent pas leurs heures. Non, c'est sûr. Et au final, quand tu redivises, si c'est pour être au SMIC, le SMIC, c'est le salaire minimum interprofessionnel de croissance, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. C'est une croissance, alors. Oui, parce que c'est le minimum, après tu peux que monter. Donc j'ai découvert ça genre il y a 2-3 jours, que le C à la fin c'était croissance, j'étais là, non mais ils ont même pas honte. Ils ont même pas honte. Et du coup, finalement, tu te rends compte que après il y a des gens qui vont dire oui, mais j'aime ce que je fais, etc. Ouais, mais not in this economy. Oui, mais comment là, on n'est plus dans le budget, mais alors... Quand tu es dans cette situation-là, comment tu te réinventes, entre guillemets? Si tu travailles, mais ce que tu fais, tes efforts, etc., ne correspondent pas à ton revenu, comment tu... Déjà, quand tu es entrepreneur ou freelance, etc., l'avantage, c'est que c'est toi qui... c'est toi qui fais tes prix. Ouais, c'est toi qui fais tes prix. Donc, si tu as une prestation spécifique, je ne sais pas... là, par exemple, on est dans un studio, je ne sais pas combien ça coûte de l'heure, tu rajoutes 10%, 20%. Enfin, comme quand Carrefour augmente le prix des pâtes, ils ne demandent pas l'autorisation aux clients. Oui, alors non. Ils mettent à jour leur étiquette électronique. Là, il y a un gars qui appuie sur un bouton, bam, c'est mis à jour dans tous les magasins et c'est terminé. Donc, pour les entrepreneurs et les personnes indépendantes, c'est plus facile à faire. Après, pour les personnes qui sont salariées,
a priori, il n'y a pas qu'une seule entreprise. Donc, si on ne paye pas bien dans les entreprises A, je pense qu'il y a quand même les entreprises B, C, D, E, enfin, je pense dans tous les domaines. Après, bien sûr, il y a les personnes qui vont dire oui, je travaille pour l'État, etc. Mais après, il y a les systèmes de concours, de mobilité en interne pour aller chercher. Parce que le problème, c'est que on ne peut pas vouloir changer sa rémunération sans rien changer. Oui, logique. Il faut te former, il faut gagner en visibilité. Je parlais de ça avec une abonnée ce matin, de savoir faire sa promotion, de montrer qu'on travaille. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent « Ah, parce que je travaille bien, c'est un peu comme à l'école, on va me donner une bonne image. » Mais l'entreprise, c'est pas ça. L'entreprise, si tu ne demandes pas, clairement, tu auras la moitié de ce à quoi tu devrais prétendre. Ok, oui. Non, tu as tout à fait raison. Il faut savoir... il faut pas avoir... Parce que beaucoup de gens ont peur du changement. Oui. Ça, c'est un. Et après, beaucoup de gens ont peur de demander une augmentation ou d'aller parler à son boss, de faire une évaluation, etc. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de tout ça et pas avoir peur de bouger. Inspirez-vous de vos collègues qui n'ont pas peur. Parce qu'il y aura toujours... en règle générale, c'est un gars, tu vois. Lui, bizarrement, il a des promotions, il a des augmentations, il a machin, mais c'est pas parce que ça lui tombe du ciel. Hein. Et en plus, le pire, c'est que parfois, c'est même pas la personne la plus compétente, c'est juste la personne qui parle le plus fort, tu vois. Il dit ouais, mais moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ma, et puis voilà. Faut y aller. Et franchement, en fait, ce qui me... Je sais pas comment dire. Je vais pas dire que ça me fait de la peine, mais tu vois, quand j'ai commencé mon compte Instagram, c'était en 2020. Et en 2020, il y avait très, très peu d'inflation en France. Je sais pas, c'était de l'ordre peut-être de 1%, un truc comme ça, depuis des années et des années. Et puis, entre-temps, il y a eu le Covid, il y a eu l'explosion des prix. Et je me dis, mais je pense à toutes les personnes qui se sont donné la peine de m'écouter quand même au début, qui se sont dit, ouais, je vais aller chercher mes augmentations, etc. Parce que, en plus, les augmentations que tu prends pas pendant des années, finalement, c'est du retard que tu prends, puisque l'augmentation, c'est toujours en pourcentage. On ne donne pas genre 20, on va dire, on va te donner 2%. Mais il vaut mieux 2% sur 3 000 euros que 2% sur 2 500 euros. Non, c'est vrai. Voilà, donc il ne faut jamais laisser passer une occasion. Non, c'est sûr. Et c'est toujours mieux d'arriver à un endroit et négocier ce que tu veux que d'après vouloir arriver à ce que tu veux parce que tu as pris un peu moins. Ça, c'est... Ouais, ça, c'est l'importance du salaire à l'embauche. Ouais. Parce qu'une fois que tu es embauché, après, tu ne vas pas aller prendre du 30% en 1 an ou en 2 ans. Ça va prendre un temps fou. Non, mais c'est hyper intéressant. Et du coup, je voulais parler... On a parlé épargne. À quel moment on peut se dire... parce qu'il y a des gens, ils se disent, épargner, ça ne sert à rien parce que ton compte épargne, il ne te ramène pas d'argent. Au lieu d'épargner, il vaut mieux investir dans un fonds ou un truc comme ça. Mais à quel moment est-ce que toi, tu penses tout le monde peut se permettre, au lieu d'épargner, d'investir dans un fonds? Je sais bien que ça va dépendre de la situation de chacun. Non, mais personne peut. Ça, c'est pas un truc qui dépend de la situation de chacun. En fait, tout le monde peut avoir un imprévu. Enfin, je sais pas, à moins que les gens aient une boule de cristal et qu'ils soient capables de dire, déjà, de prédire quelles actions vont prendre de la valeur, etc. Parce que quitte à avoir une boule de cristal, on doit regarder ça et savoir qu'ils vont pas avoir d'accident, qu'ils vont pas tomber malades, que personne dans leur famille va décéder à l'autre côté de... Moi, je suis d'origine antillaise, donc il faut que tu payes un billet d'avion pour aller aux Antilles ou, par exemple, il faut que tu ailles en Afrique ou peu importe, un endroit en plusieurs milliers de kilomètres. À part si une personne peut prédire ça, elle peut pas se permettre de mettre toute son épargne dans l'investissement. Okay. Et en plus de ça, le problème, c'est que les gens ils vont dire « Ouais, mais moi, par exemple, j'ai placé sur un compte titre ordinaire. Donc, c'est un truc, tu peux mettre de l'argent le matin, le retirer le soir. Donc, c'est fluide, il n'y a pas de problème. » Oui, il n'y a pas de problème. Mais si tu as un pépin pendant une phase où le marché il est comme ça, en fait, je ne sais pas, peut-être si tu es rentré à 100 et que la valeur maintenant, elle est de 70 ou moins. Tu vois, par exemple, quand j'ai eu le Covid, moi, j'ai vu sur mes assurances vie, j'ai regardé mon ordinateur, j'étais là,
Ok, fermons l'ordinateur. Vu que c'est la fin du monde, de toute façon, ça ne change rien. Je le mets de côté et je regarderai quand ce marasme-là sera passé. Et bon, c'est revenu, tu vois. Mais si jamais j'avais eu un gros problème à ce moment-là, il faut que je sorte de l'argent pour peu importe la raison, et que je n'ai pas de liquidité, ben en fait, j'aurais verrouillé ma perte de 20 ou 30%. Mais donc, alors, tu penses quel est le meilleur moyen alors toi, pour toi, il faudrait sécuriser Il faut sécuriser une partie une partie. selon ton style de vie. Si tu as un style de vie simple, peut-être si tu as 2000 euros, peut-être que ça suffit. Mais je ne sais pas, si tu commences à avoir des enfants, que tu as de la famille qui compte sur toi, etc., faudra peut-être aller chercher un peu plus que ça. Et l'idée, en fait, c'est plutôt d'essayer de diversifier, d'avoir des choses qui sont... en France, il y a le livret A. J'imagine qu'en Belgique, il y a un truc pareil. Tu mets de l'argent, tu as un taux. C'est pas un taux foufou, mais ça fait un petit truc, quoi. Et puis, après, tu as des produits plus ou moins risqués, et en fonction aussi de ta personnalité. Parce que le problème, c'est qu'il y a des personnes, elles vont vouloir se lancer sur la bourse, mais en s'imaginant que oui, tu vas copier des signaux, je sais pas quoi, et puis ils vont mettre tout leur argent, et puis ils vont se rendre compte que finalement, ils ont payé un tas de frais, qu'ils ont pas, ils savent plus où ils sont, que... tu vois, on peut pas non plus aussi s'improviser trader. C'est un métier. Moi, je vais pas me lever un matin et faire croire que oui, c'est bon, je vais faire du trading, tout ça parce que je copie des ordres qu'on me dit de faire. C'est pas ça du trading. Non, c'est sûr. C'est sûr que ça prend énormément de temps. Et Oui. c'est clairement un métier, Oui, quoi. c'est un métier. C'est un Il y a des métier. gens, ils font des 6 ans, 5-6 ans d'études pour maîtriser ça. Mais toi, je vais arriver... Non, c'est bon, moi, je suis un trader. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui peuvent y arriver. Mais il faut toujours, toujours, toujours se demander comment est-ce que la personne, elle gagne de l'argent. Il n'y a pas de mal à gagner de l'argent. C'est normal. Si tu fournis un service que tu payes, mais il faut être transparent. Parce que souvent, les personnes qui font ces activités-là, elles sont rémunérées par les plateformes qu'elles recommandent aux personnes. Moi, je dis toujours, leur business, c'est d'attirer toi dans ce tunnel-là. Voilà. C'est ça leur Parce business. C'est qu'à pas... chaque ordre que tu passes, même si c'est 2-3 centimes qui vont toucher, bah, au final, si tu as 10 000 personnes qui font 3-4 ordres par jour, tous les jours, ça commence à faire beaucoup de sous. Oui, non, c'est sûr. Et surtout que la commission, que ce soit la plateforme, la plateforme, elle fournit un service, donc c'est normal qu'elle se rémunère. Et la personne qui fait en gros de l'affiliation, et c'est pas illégal l'affiliation, mais juste, en fait, soyez transparent. Parce que plus tu fais des ordres, que tu sortes en gagnant ou que tu sortes en positif ou en négatif, la commission, elle sort. Hein. Donc, c'est faites des ordres, faire des ordres, que vous gagnez ou que vous perdiez à la fin. Moi, enfin, quand je dis moi, c'est pas moi. Je n'ai pas de code promo à vous donner. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut toujours être bien conscient que... Et c'est pour ça que moi, j'ai envie que les gens y réfléchissent par eux-mêmes. Parce que finalement, si tu n'as pas ce côté réflexion personnelle et que tu bois les paroles de quelqu'un, que cette personne, ce soit moi ou une autre personne, finalement, si cette personne n'est pas bien intentionnée, il faut quand même que tu puisses détecter, tu vois, les trucs un peu bizarres. Oui, que tu puisses toi-même détecter ce qui se passe et avoir la réflexion de dire bah, ça, c'est un peu bizarre, non, je devrais plus aller. Apprendre toi-même à gérer tes finances, entre guillemets. Quoi. Oui, ou en tout cas, moi, tu vois, les personnes qui me demandent, je leur dis, mais regardez un peu partout. En fait, moi, je ne suis pas un gourou. Hein, je n'ai pas besoin que vous n'écoutiez que ce que moi, je dis. Au contraire, suivez un maximum. Bon, un maximum, peut-être pas un maximum, parce qu'au bout d'un moment, je pense que ça va être chiant. Mais voilà, suivez 3-4 personnes, un peu plus, peut-être, si c'est vraiment un sujet qui vous intéresse. Mais ne buvez pas mes paroles comme je sais pas c'est quoi l'expression, tu vois, mais on tu vois ce que je veux dire. Je pense que on a compris. Non, faut confronter les opinions. Il faut confronter les opinions et puis après se faire sa propre idée en fonction de toi, ce qui t'intéresse. Okay. Et quand j'entends souvent, des entrepreneurs, businessmen, investisseurs qui disent oui, il faut pas acheter une maison
ou un appartement, etc. Parce que ça t'appauvrit et après, ça t'empêche de faire du business. C'est mieux d'être locataire toute ta vie. Qu'est-ce que tu penses de ce type de réflexion? Alors, les disciples de Robert Kiyosaki, bon, voilà. J'ai lu son livre, hein, bien sûr. Je l'ai lu en anglais. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, en fait, le niveau du livre en anglais est tellement bas, tu vois, au niveau syntaxe, vocabulaire, etc. Déjà, tu sais que il essaye de simplifier vraiment, 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 vraiment. Voilà. Et même si je pense que voilà, c'est un livre à lire parce qu'il y aura toujours des choses à apprendre, déjà, c'est un Américain, c'est pas un Français. Et c'est pas un Belge. Parce que ce que j'ai découvert, c'est qu'en Belgique, vous, les frais pour acheter, c'est énorme. Ah oui. Mais nous, en France, c'est pas la même chose. Et aux États-Unis, les taux, c'est pas les taux qu'on a en France. Donc, au final, c'est bien de prendre la recette, mais si eux, ils ont un four traditionnel et que toi, tu as un four à micro-ondes, le gâteau, il va pas sortir pareil, en fait. Donc, c'est pour ça, tu vois, on revient toujours au même truc de faut avoir un esprit critique, il faut avoir une réflexion, de se dire, je comprends ce qu'il dit. Après, le problème, c'est que quand tu es français, si tu n'es pas vraiment familier ou familière avec l'économie et l'environnement américain, tu ne comprends pas pourquoi il dit que c'est aussi cher d'être propriétaire. Et petite pause, avant de continuer cet échange, si ce que tu écoutes te parle, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Le Mindset Podcast sur YouTube, Spotify ou encore Apple Podcast. Sur cette chaîne, tu trouveras également d'autres discussions avec d'autres invités qui parlent de leur parcours, de leurs échecs, mais aussi de leurs réussites. Donc, si tu ne veux rien manquer des prochains épisodes du podcast Le Mindset, clique le bouton s'abonner. Allez, c'est parti, je te laisse avec la suite de l'épisode. Tu vois ce que je veux dire? Forcément, et comme tu dis, si par exemple tu vas acheter à Paris, c'est tout à fait différent que si tu vas acheter, je sais pas moi, dans une autre ville qui n'est pas Paris, parce que Paris c'est hyper cher et il y a des villes qui sont un peu moins chères. Voilà. Donc, Par exemple, en banlieue parisienne, moi j'ai acheté en banlieue parisienne, c'est c'est l'opération qui m'a donné le plus d'argent en fait. Parce que bah, si tu achètes dans un endroit dynamique, un endroit qui est considéré comme ghetto et que 3-4 ans plus tard, c'est devenu bobo, parce que passer du G au B, tu vois, et ben voilà, tu fais une grosse plus-value. En plus, en France, la plus-value sur la résidence principale, jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est pas ce qui va se passer plus tard, c'est pas imposable. Donc, moi, les trucs qui sont pas des faits universels, peut-être qu'aux États-Unis, ça vaut pas le coup. Et en plus, toutes ces personnes-là, en règle générale, finalement, Robert Kiyosaki, il a de l'immobilier, mais il est propriétaire, il a machin, tu vois. Donc, après, au moins, celui qui respecte son truc, c'est l'Indien, là, j'ai oublié le nom de famille. Mais lui, au moins, il est vraiment locataire, et voilà. Et puis, il y a aussi un truc, un style de vie. Parce que finalement, les personnes... Tu sais, tu as des personnes, aux États-Unis, déjà, ils sont beaucoup plus mobiles que nous. Ça veut dire... Tu habites à New York pendant 2 ans, après tu vas vivre à Philadelphie, après tu vas aller à Los Angeles. Et donc finalement, effectivement, comme dans un crédit, tu payes beaucoup au départ et pas beaucoup à la fin, bah, finalement, tu fais que payer des intérêts, payer des intérêts, payer des intérêts. Alors qu'en France, les gens, ils sont comme des arbres. c'est vrai, ils bougent moins. Tu bouges pas. Il y a des personnes, oui, bien sûr qu'il y a des gens qui déménagent, mais ils déménagent pas tous les 2-3 ans. Les gens, ils vont préférer rester au chômage que de chercher du travail dans une autre région. Mais c'est vrai, hein. Non, c'est vrai. C'est vrai. Je raconte pas des bêtises. Et je les blâme pas. Il y a des gens, ils ont envie de rester à côté de leur famille ou ils sont dans un endroit où ils ont une bonne qualité de vie. Ils se disent, bon, bah, peut-être que je gagne pas bien ma vie, mais au moins, je me tape pas les Parisiens dans le métro et sur la route, etc. Donc, chacun, en fait, c'est vraiment des choix de vie, mais c'est des choix qu'il faut faire de manière consciente. C'est pas, ah, Robert Kiyosaki, il m'a dit que la résidence principale, c'est pas un asset, c'est une liability. Donc, du coup, je vais rester locataire toute ma vie. En fait, il faut faire des calculs pour soi-même. Si tu sais que tu as envie, par exemple, je sais pas, tu es jeune, tu as 25 ans, ou même tu as 30 ans, tu as fini tes études il y a 4-5 ans, un peu plus, etc. Mais tu sais que voilà, d'ici 1 ou 2 ans, je vais partir vivre à l'étranger. Parce que la France, ça me saoule, ou même je sais que j'aurai des opportunités dans d'autres endroits, etc.
Dans ce cas-là, oui, tu peux te poser la question. Ça sert à rien de devenir peut-être propriétaire pour 2 ans et après, finalement, tu n'as pas envie de gérer un bien en vivant en Australie ou je sais pas où. Là, ça fait du sens. Mais tu as des personnes, elles n'ont pas prévu de bouger, même à 30 kilomètres à la ronde. Hein. Donc, Ouais, donc pour toi, comme pour tout, ça dépend de la situation et ça n'impacte pas forcément ça impacte tes finances, c'est sûr, mais ça n'impacte pas forcément ton patrimoine dans le sens que c'est pas parce que tu achètes une maison que tu vas rester bloqué et tu pourras pas continuer à investir et évoluer financièrement. non, et puis en plus, le truc, c'est que bon, moi, à l'époque où j'ai fait pas mal d'immobilier, c'était l'époque où c'était l'argent gratuit. Tu vois, les banques, elles prêtaient beaucoup, etc. Tu venais avec ton projet. C'était Ok. une autre époque. Ouais, voilà, c'était notre époque. Ouais, tu veux de l'argent? Ouais, ok, pas de problème. Tu vois, tu peux venir sans apport, sans rien. Ah, tu veux de l'argent? Pas de problème. C'était ils envoyaient. Maintenant, c'est plus le cas. Et le truc, c'est que la banque, aujourd'hui, il y a beaucoup de mes abonnés qui me disent: Ouais, mais Eva, moi, j'ai pas envie d'acheter parce que ça peut être pour plusieurs raisons. Par exemple, tu habites à Paris, les prix sont tellement exorbitants qu'en vrai, tu te dis: Écoute, moi, je prends ma location, je veux le lifestyle parisien, mais j'ai de toute façon pas les moyens d'acheter. Donc, mais j'ai quand même envie de me créer du patrimoine, donc j'ai envie de faire un investissement immobilier. Et je dis: Bah, bien sûr que tu peux toujours demander à la banque et puis tu peux présenter des arguments de bah voilà, moi je travaille là, je peux pas investir, je peux pas acheter ma résidence principale là, donc je vais plutôt m'orienter vers un investissement. Mais la banque, elle peut très bien dire non, mais nous en fait, et c'est beaucoup le cas en ce moment en France, ils veulent que les gens soient déjà propriétaires de la résidence principale. Parce que, en fait, quand tu achètes ta résidence principale, tu commences à rembourser ton crédit. Et donc, dans ton crédit, bien sûr, il y a des intérêts, mais il y a du capital. Donc, tu commences à te créer un patrimoine. Et puis, au bout de 4-5 ans, tu as commencé à avoir un petit truc, 20 000 euros, par exemple. Et quand tu vas acheter un deuxième bien, la banque, elle sera euh, plus OK pour te prêter. Parce que, d'une part, Un historique. tu as un historique, tu as commencé à avoir du patrimoine. Et puis, si jamais tu te loupes sur ton investissement, ils peuvent toujours récupérer la résidence principale derrière, tu vois. Alors que quand tu es locataire et que tu vas mettre ton truc en investissement, enfin que tu vas faire un premier investissement, si l'investissement, ça ne fonctionne pas, Ils n'ont pas sur quoi. Ils savent pas où il n'y a pas de prendre. gras. Ils cherchent. Il n'y a pas de gras. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et en fait, la résidence principale, c'est le gras. C'est le gras de l'investisseur. Et ça ne veut pas dire que... Parce qu'à chaque fois que j'ai des trucs comme ça, toujours quelqu'un qui me dit « Oui, mais moi, j'ai réussi à... » Oui, oui. Je sais qu'il y a des personnes qui y arrivent. Mais il ne faut pas brandir ça comme le truc « Oui, c'est mieux d'investir en premier. » En plus, il y a des moyens, surtout quand tu es jeune, tu n'as pas encore d'enfants, etc. Mais en fait, achète le bien en résidence principale. Sois ton propre locataire, entre guillemets. Tu achètes un studio ou un petit F2 que tu sais que le jour où tu voudras acheter un F3 ou même partir ailleurs, ce bien-là, en fait, c'est ton investissement. Et en plus, ça, c'est vraiment smart, je pense, comme bon, moi, je n'ai pas pu le faire parce que j'ai mon fils hyper tôt. Donc, voilà, dès que j'ai pu acheter, c'était direct un F3. Mais le fait d'acheter un F2 en ayant en tête de faire un investissement, parce que une des grosses erreurs que les gens font quand ils achètent la résidence principale, c'est qu'ils achètent avec le cœur. Tu vois. C'est-à-dire C'est beau, c'est machin. Ils veulent pas trop négocier. Parce que sinon, le bien, il va leur passer sous le nez. Oui, tu vois dans ce sens-là. Et donc, en fait, comme tu fais un achat de cœur et pas un achat de raison dans le cadre d'un investissement immobilier, en règle générale, tu achètes trop cher. Ou alors, tu vas faire des travaux. Voilà, c'est chez toi. Donc, il n'y a pas de mal à faire des trucs bien pour chez toi. Mais si tu achètes en étant jeune en te disant non, mais ça sera un investissement immobilier. Donc, du coup, je cherche le bon prix, la bonne localisation et je vais faire les travaux pour que ce soit un bien propre, mais je ne vais pas faire Versailles, tu vois. Du coup, quand tu vas sortir de ce bien-là, vu que tu l'auras acheté déjà en prévision de le mettre en locatif, tu auras déjà fait tes calculs. Tu vois, tu ne vas pas acheter un truc avec une mensualité à 1 000 euros alors que c'est un quartier où ce type de bien se loue 700 euros. Ça n'a aucun sens. Oui. À un moment donné, tu vas perdre si tu veux le mettre en location. Louer, etc. Mais quand c'est ta résidence principale, tu ne regardes pas ça. Tu regardes juste est-ce que je peux payer. Effectivement. Mais du coup, c'est toujours intéressant d'investir dans l'immobilier, selon toi? Alors, je ne vais pas dire non parce que je fais de l'immobilier, donc ce serait un peu hypocrite de dire non, l'immobilier, c'est nul et tout. Mais l'immobilier, faut avoir les reins solides.
Parce qu'avec l'inflation, avant des travaux qui te coûtaient, tu faisais une rénovation à 800 € du mètre carré. Moi, en 2000, purée, ça date. En 2016, j'avais fait une rénovation, j'étais à 800 € du mètre carré. Aujourd'hui, la même rénovation que j'ai faite, je pense que tu n'es pas loin du double du coup, tu vois. Alors, si ce n'est pas le double, c'est au moins peut-être 1002 du mètre carré. Et donc, si ça fait plus 30%, mais que les loyers n'ont pas fait plus 30%, ton propre salaire peut-être n'a pas fait plus 30%, finalement, la rentabilité, elle est de plus en plus... Il faut vraiment aller la chercher, quoi. Avant, tu pouvais... le truc, tu vois, de la résidence principale, t'achetais ton truc, tu le mettais en lot, tu posais même pas de questions. Et maintenant, en plus avec toutes les normes et tout qu'ils mettent, c'est... En tout cas, si c'est toujours intéressant, mais il faut vraiment ne pas y aller en mode... Ça va être facile, ouais. etc. Il faut des trucs, je pense, qui sont un petit peu plus consommateurs de temps. Par exemple, la location courte durée. Mais même là, en France, ils sont en train de regarder pour changer la fiscalité là-dessus. Donc, En Belgique, c'est déjà fait. Ouais. En fait moi, depuis quelques années, je me dis, en gros, ils ont dit, non, mais les pauvres, en fait, vous allez rester pauvres. C'est horrible ce que je dis, mais clairement, c'est ça. Parce qu'en fait, l'immobilier, c'est un des premiers vecteurs de richesse. Finalement, même si tu ne gagnais pas très bien ta vie, si tu étais un bon négociateur, une bonne négociatrice, que tu trouvais les bons biens, que tu faisais les bonnes opérations. Tu étais un peu manuel. Ouais, voilà, que tu arrives à faire des travaux un peu partout. Bon, pour les trucs sérieux, genre électricité, plomberie, etc., tu fais appel à des professionnels, mais que tu arrives à faire un peu des choses. Franchement, tu étais débrouillard, un petit peu malin, ou débrouillardeux, parce que comme je suis une femme. Oui. Si tu es un peu débrouillarde, tu pouvais aller chercher un truc bien, tu vois, sans être non plus un cadre de l'immobilier. Et maintenant, aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment arriver en étant préparé, quoi. Et tu penses que, comme tu as dit, tu penses que l'État veut vraiment, veut que les gens restent pauvres? Franchement, je suis pas de la truc, comment tu dis ça, complotiste, je sais pas quoi. Ouais. C'est pas du tout ça. Mais en fait, avant, quand la porte du crédit était ouverte, c'était un moyen pour les gens d'utiliser le levier du crédit pour pouvoir s'enrichir et se créer du patrimoine. Mais comme ils ont fermé ce robinet-là, en fait, ils veulent rendre la vie difficile. Et avant, si tu pouvais aller à la banque, prendre un crédit, et même si tu faisais de l'immobilier à 2 balles, finalement, te créer un patrimoine grâce au loyer que tu allais toucher, déjà, ils ont beaucoup fermé la porte du financement. C'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Mais alors, quels sont les leviers pour les gens qui veulent se bâtir un patrimoine? Déjà, commencer à épargner. Oui, l'épargne, c'est la base. Oui, c'est la base parce qu'en fait, avant, les gens, ils se levaient le matin, ils allaient à la banque. Bon, je caricature, mais en gros, tu n'avais pas besoin d'apport. Tu arrivais, les mains dans les poches. Ah, vous voulez de l'argent, c'est quoi votre projet? Bon, les chiffres, ça a l'air pas mal. OK, on vous donne l'argent, tu vois. Mais maintenant, il faut que tu aies un apport. Là, en moyenne, je crois, en France, l'apport, c'est 20%. Quand tu vas acheter en Ile-de-France, tu as un minimum pour 300 000 €. 20%? Oui. Mais vous, c'est pire en Belgique. Non, nous, on m'a dit 50% ou je sais pas quoi. Non, les gens, ils ont abusé. Non, en fait, en Belgique, ce qui se passe, c'est que pour ton premier bien, il y a encore moyen de faire un crédit où on te prête toute la somme. OK. Mais tu as des frais de notaire qui sont assez élevés. Ah oui, voilà, c'est ça que j'avais... C'est combien de pourcents? 12,5% de la valeur totale du bien. Après, ça dépend. Si tu prends... bon, ça va, ouais. Mais bon, les biens sont de plus en plus chers, donc c'est de plus en plus cher. Mais donc voilà. Et sinon, si tu veux faire un deuxième bien, là, la banque te prête plus 100%. Tu dois ramener 10% de la somme. 10% de la somme de l'habitation. Et au niveau des frais de notaire, c'est 12,5%. Après, quand c'est ton premier bien aussi, je vais le dire parce qu'on va me tomber dessus si je ne le dis pas, tu as des réductions en fonction de la région dans laquelle tu vis. Si par exemple, tu as un revenu cadastral, je ne sais pas si vous avez le cadastre ici. On a le cadastre, mais c'est juste pour la géographie, quoi, pour savoir... Vous ne payez pas tous les ans... Si, la taxe foncière. Ah ouais, la taxe foncière, nous on appelle ça le cadastre. Si ton revenu cadastral est en dessous d'un certain montant, là, tu as
Au lieu de 12,5, tu payes 6% pour ton Ah, créneau t'as des horaire. frais, Tu as, réduits. Ah, des ok. frais réduits. Mais bon, vu que la taxe foncière augmente, tu n'as plus beaucoup de maisons en dessous de ce seuil. Et donc, Ah, forcément, mais bon, la loi va sûrement changer bientôt. Donc, c'est plus. Ils mettent aussi des bâtons dans les roues des gens pour pas que les gens aient un patrimoine immobilier trop ouais, en tout élevé. cas, ils te mettent bien des mines, des mines Ouais, ouais, non. sur le chemin. Et en plus, à l'époque, tu avais tous ces comptes sur les réseaux. Oui, deviens rentier en 6 mois. Il y en a. Tous ces trucs-là, tu les entends plus. Hein. Non, c'est vrai. Ils ont tous changé leur fusil d'épaule. Ils te vendent différentes, ouais, de la crypto, du trading. Enfin bref, ils ont trouvé d'autres formations parce qu'en vrai, leur business, c'était la formation et pas vraiment l'immobilier. Mais ouais, en fait, mais c'est une bonne leçon quelque part parce que ça montre que, en fait, il faut savoir s'adapter, que et l'importance du contexte. Tu vois, c'est pas, ah ouais, mais moi j'ai réussi à faire ça il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Oui, mais Maëva, il y a 10 ans, le contexte n'était pas le même. Et donc c'est pour ça qu'il faut rester quand même, en fait, réfléchir parce que le contexte change. Et la recette d'hier, bah, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, il n'y a pas vraiment de jugement de valeur, mais la recette d'hier ne fonctionne plus aujourd'hui. C'est ça l'histoire du monde, hein, savoir s'adapter, Bah, c'est se ça l'histoire réadapter à de la chaque race fois. humaine. Hein. Ouais. Adapt or die. Hein. Vraiment, c'est vraiment ça. Et on a parlé de première habitation. Je voulais parler un peu d'un sujet qui fait un peu débat. Je pense que c'est venu des États-Unis et ça arrive en France. Euh, Dans un couple, quand on fait 50-50 dans le couple, apparemment, ce n'est pas bénéfique pour la femme. La femme a plus à y perdre que l'homme. Est-ce que tu es d'accord avec cette vision-là des choses ou Bah, moi, je rajouterais une virgule parce que, en fait, si on a le même salaire, oui, on peut faire 50-50, puisqu'au final, on a le même salaire, donc on contribue de la même façon. Après, bon, moi, c'est pas forcément un truc que je mets en plus, mais c'est peut-être aussi parce que moi, mon fils, il est grand maintenant, que j'ai oublié un peu c'était quoi. Mais il y a des personnes qui vont dire, ouais, mais tu vas faire 50-50 sur les factures, mais par contre, à la maison, vous faites pas 50-50 sur le ménage, le temps pour s'occuper des enfants, les amener, sachant que les enfants, c'est pas juste s'occuper d'eux le matin et le soir, hein. C'est les rendez-vous, les anniversaires, le sport, le machin, etc. Et que donc, finalement, pourquoi faire 50-50 alors qu'on ne fait pas 50-50 partout. Alors, moi, comme je parle que de la partie financière, tu laisses les autres trucs à des autres. voilà, je dis que ça va être de la négociation de couple. Soit bah, vous répartissez également le travail domestique à 50-50, soit moi, par exemple, quand j'étais encore avec le père de mon fils et que ça me saoulait à chaque fois d'avoir à négocier pour, ouais, mais il faut faire le ménage, il faut faire ci, il faut faire ça, j'ai dit, écoute, tu ne vas pas faire le ménage. C'est pas qu'il voulait pas faire le ménage. Mais je suis fatiguée, je suis machin. Tu sais, t'as pas envie d'attendre, machin, etc. Il dit, pas de problème. Femme de ménage. Voilà. L'argent règle plein de problèmes. Je prends une personne qui vient aider pour faire repassage. Elle faisait À l'époque, on n'avait pas de lave-vaisselle. Donc, tu vois, c'était des trucs à la con, genre, mais aujourd'hui, c'est à toi de faire la vaisselle. Ouais, mais je suis fatiguée. Tu vois, Nous aussi, on n'a pas de lave-vaisselle, c'est galère. écoutez-moi bien. Le lave-vaisselle, c'est pour la paix des ménages. Acheter un lave-vaisselle. Même si, bon, là, je vis toute seule, mais ça me saoule de mettre les trucs Mais là, après, tu as d'autres problèmes. dans Il veut le pas lave-vaisselle. retirer les trucs du Ouais, lave-vaisselle. Donc, finalement, il y a toujours un problème. Mais ça baisse un peu au moins la charge de choses à faire. Tout à fait Tu vois. d'accord. Ou en tout cas, le temps qu'on y consacre, parce que ça prend quand même beaucoup moins de temps de décharger ou de charger un lave-vaisselle que de faire la vaisselle. Et donc, en fait, il y a plusieurs façons tu peux gérer l'argent d'un côté et gérer le travail domestique d'une autre façon. Et je comprends les femmes qui disent non, mais attends, je ne vais pas faire moitié-moitié sur les factures, même si je gagne le même salaire, alors que sur le travail domestique, c'est 10-90. Tu vois. Ouais. Je l'entends et je trouve que ça se défend. Mais effectivement, le problème, c'est que quand le 50-50 et alors, je précise que je suis féministe, mais le truc un peu féministe de dire, ouais, mais moi, comme je suis une femme indépendante, je paye la moitié des charges. Ouais, mais meuf,
Si tu gagnes 2 fois moins, en fait, c'est que tu payes 2 fois plus. Donc là, c'est plus du tout égalitaire. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison de faire du 50-50 quand les revenus ne sont pas similaires. Et ensuite, l'autre point, c'est qu'éventuellement, il y a des personnes, on veut être propriétaire à 50-50. Dans ce cas-là, effectivement, mais c'est une discussion à avoir. C'est pas un truc parce que souvent, dans les couples, ils utilisent le 50-50 pour ne pas parler d'argent. Ouais. On va vivre ensemble. C'est un sujet tabou. 50-50, voilà. Comme ça, il n'y a pas besoin de se plonger dans les dépenses, il n'y a pas besoin de regarder les salaires de l'un ou de l'autre. Tu as une idée vaguement. Si jamais tu es en location, tu es obligé de donner des fiches de paie, mais tu ne sais pas c'est quoi le revenu annuel, surtout quand tu es en concubinage, qu'il n'y a pas d'imposition commune, etc. Tu peux rester dans un flou total pendant des années. Donc, moi, je pense que d'une part, c'est une excuse pour ne pas parler d'argent. Donc, il n'y a pas de raison en fait, de faire 50-50 de base pour le principe. Je ne sais pas quel principe exactement. Mais c'est toujours été un truc. Généralement, c'est ce que tout le monde fait, quoi. Mais c'est vrai que les gens ne plongent pas dans les finances de chacun, entre guillemets, parce que c'est toujours un peu tabou, l'argent. Mais oui. Pour se répartir un peu. Tu sais, j'ai même. Parce que là, j'ai fait le truc vraiment basique. On regarde le salaire, combien tu gagnes, proportionnel, etc. Mais moi aussi, j'ai des personnes qui me disent ouais, mais regarde, par exemple, Maëva, moi, je suis avec quelqu'un qui gagne moins que moi. Mais cette personne-là, elle vient d'une famille qui a beaucoup de patrimoine. Et donc, en fait, finalement, quand toi, tu viens d'un milieu modeste, que ta famille n'a pas de patrimoine et que tu es la première personne à vraiment gagner bien sa vie, il y a plein de gens qui sont surtout dans les populations afro, par exemple. Il y a beaucoup de personnes, en fait, tu es la première génération à avoir fait école de commerce, école d'ingénieur, école de ci, ça, que tu accèdes à des jobs qui sont très bien payés dans le monde corporate. Et du coup, finalement, tu te mets avec quelqu'un qui n'a pas forcément besoin de forcer parce qu'en fait, il y a papa, maman derrière, tu vois, etc. Et du coup, tu te dis, mais pourquoi je vais payer plus alors que finalement, j'ai moins de patrimoine et donc ça m'empêche de venir au même niveau d'un point de vue patrimonial. Et donc, ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas encore répondu, mais j'y pense vraiment parce que je trouve que c'est important, surtout pour les personnes qui viennent d'un milieu de base modeste et qui se mettent avec des personnes qui viennent de milieux moins modestes, ou en tout cas où la famille elle a déjà eu le temps d'accumuler du patrimoine. Ok. Et, mais du coup, alors, donc ton conseil ici, c'est d'en parler ouvertement d'argent. Beaucoup de transparence. Ouais. Beaucoup de transparence. Et après, quand cette transparence est faite, par exemple, la personne gagne, on va dire l'homme, parce que généralement, mais les salaires sont beaucoup plus élevés pour les hommes, qu'il y a une disparité au niveau salarial entre hommes et femmes. Si l'homme gagne 60... En tout cas, c'est plus courant. Oui, voilà, c'est plus courant. Ouais. Et si l'homme gagne plus que la femme, du coup, C'est à la proportionnelle. À la proportionnelle, vraiment à la proportionnelle de ce que chacun gagne, on répartit ça sur les... Voilà. Tant qu'on ne sait pas, s'il y a pas, on va dire des deux côtés, il n'y a pas de patrimoine, par exemple, part de zéro, c'est à la proportionnelle. Si toi, tu gagnes le double de ce que je gagne, moi, je paye 1/3, toi, tu payes 2/3. Mais quand tu dis il n'y a pas de patrimoine, par exemple, moi... Je sais pas, ma mère, elle a 10 maisons, je sais pas... Ça, c'est du patrimoine. Ça, c'est du patrimoine, Bien on sûr. est d'accord. Mais bon, si je ne touche pas l'argent de ce patrimoine, que je n'ai aucune rente ou rien du tout, mais que c'est ma mère qui a, tant qu'elle est là, c'est elle qui reçoit l'argent. C'est pour ça que ça devient compliqué à ce niveau-là. Il faut se poser la question. Moi, j'ai pas de réponse toute faite pour ça, parce que... De toute façon, moi, j'ai pas de patrimoine. J'ai mon propre patrimoine. Je n'attends pas de patrimoine de mes ascendants. Mais je peux comprendre que finalement, cette personne-là, même si c'est pas son patrimoine, demain, si jamais cette personne-là, elle a un gros problème, si ta mère ou ton père ou tes parents ensemble, ils ont 10 biens immobiliers, tu vas pas me faire croire que tu vas être dans la même situation que la personne qui est aussi... qui a un gros coup dur, et ses parents, ils n'ont pas 1 000 € à eux deux. Ouais. Tu vois, à moins que les ponts soient complètement coupés, etc. Mais dans un contexte normal, finalement, la sécurité n'est patrimoniale, on va dire ça comme ça. Cette assurance-là, en fait, c'est comme si tu as une assurance. Ok. Oui, non, c'est... Que l'autre n'a pas. Donc, l'autre doit se protéger plus parce qu'il n'a pas cette assurance par an.
Et c'est que tu dis l'autre doit se protéger plus. Tu penses que même en étant en couple, c'est important, même si vous vivez ensemble, vous avez votre maison ensemble, etc., c'est important quand même de se protéger individuellement. Bien sûr, parce que sans parler de séparation, quelqu'un peut mourir en fait. Enfin, sauf si vous avez un cap d'invincibilité. Invincibilité. Ouais. Après, moi, je sais que c'est un sujet dont je parle beaucoup parce que moi, ma mère, elle est décédée à 30 ans, tu vois. Donc, voilà, moi, mon père, il s'est retrouvé veuf à 30, je sais pas quel âge il avait, 36 ans ou 37 ans, avec 2 enfants, tu vois. Donc, c'est pas juste, ah, oui, tu penses toujours à protéger, nanana, c'est parce que vous pensez au divorce, vous envoyez déjà des ondes négatives, je sais pas quoi. Arrêtez, s'il vous plaît, parce que finalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui prouve que les gens qui parlent d'argent et qui sont prévoyants, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont un taux de divorce plus élevé que les personnes qui n'en parlent pas? Non, il n'y a rien qui prouve ça. Il n'y a rien qui prouve ça. J'ai cherché les statistiques, tu sais, non, mais franchement, j'ai cherché les statistiques sur le divorce et tout pour voir quel était le régime marital des personnes. Est-ce qu'ils étaient en communauté de biens ou en séparation de biens? J'ai pas réussi à trouver la stat. Je pense qu'elle peut être trouvée quelque part. Mais ça m'étonnerait pas qu'il n'y ait pas de différence parce qu'au final, les gens qui se marient en séparation de biens, c'est les personnes, ou c'est même pas qu'en séparation de biens, c'est tous les autres régimes autres que la communauté de biens. Parce que même la communauté universelle, il y a un contrat, puisqu'il faut dire qu'est-ce qu'on met dans la communauté universelle. On peut mettre des clauses d'exclusion, etc. Et donc, en fait, toutes ces personnes-là qui rédigent un contrat, finalement, elles sont obligées de se poser un moment et de discuter et de confronter, tu vois, leur point de vue. Alors que les personnes qui rentrent comme ça, genre... tu vois, bon, là, j'ai fait un cœur avec mes doigts pour les personnes qui écoutent en audio. De façon naïve, la naïveté, ça ne protège pas ni de la mort, ni des disputes et des séparations. Oui, effectivement. Donc, oui, franchement, parce que c'est vrai qu'on parle de se protéger, on pense toujours, oui, mais vous pensez à la séparation, etc., le contrôle, chacun un peu dans son coin. Mais c'est vrai que quand tu l'expliques comme ça, tu sais jamais ce qui peut arriver, de un. Et de deux, il faut avoir de l'argent de côté pour des temps durs. Et ça peut arriver. Donc, il faut parler d'argent. Après, si à la fin de ta discussion, tu te dis avec ton mari ou futur mari ou future femme, ben non, en fait, nous, par rapport à ce qu'on envisage pour notre futur, c'est la communauté des biens limitée aux acquis qui correspond le mieux à nos objectifs de vie, pas de problème. Mais moi, c'est le côté genre, c'est le régime de base, je me marie comme ça. Ben donc, toi, j'avais noté la question, pour ou contre le contrat de mariage? Je suis pour à 100%. Pour à 100%? Oui. Ouais, ben, après ce que tu viens d'expliquer, ça... Mais en fait, le truc, c'est, par exemple, tu vois, même en séparation de biens, par exemple, tu peux très bien mettre dans ton contrat que en cas de divorce, c'est madame qui récupère la résidence principale. Alors qu'en communauté de biens, tu lui donneras jamais plus que la moitié. Ouais. Donc finalement, qu'est-ce qui protège le plus? L'autre. C'est vrai. Il n'y a rien qui empêche de faire ça. Mais bon, tu sais, comme c'est toujours le côté un peu Dallas, tu sais, série américaine, ouais, pour pas partager et tout. Mais en fait, vous pouvez très bien le voir d'une façon un peu plus altruiste que ça. Hein. Il faut avoir la conversation. Non, c'est sûr, c'est important. Et j'avais vu ça sur ta page Insta. Il y avait une question d'une personne qui disait que elle était en couple avec quelqu'un, mais cette personne-là avait déjà un bien immobilier. Et du coup, bon, pour l'audience, les auditeurs qui ne te suivent pas encore et qui vont te suivre bientôt, mais du coup, que faire dans cette situation-là? Comment faire? Parce que si cette personne-là emménage chez la personne qui a déjà le bien, est-ce qu'elle doit payer le loyer avec lui? Est-ce qu'elle doit juste payer les charges? Et ça arrive souvent. Hein, donc... Alors, déjà, faut juste clarifier un concept que les gens ont du mal à saisir, mais un remboursement d'emprunt immobilier, ce n'est pas l'équivalent d'un loyer. On est d'accord? Ouais. Donc, pour les personnes qui écoutent, quand on rembourse un emprunt immobilier, il y a une partie qui sont des intérêts qui, effectivement, sont une dépense.
et il y a une partie qui est du capital. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui trouverait normal de dire à son partenaire de vie, tu vas virer, par exemple, 200 € ou 300 € tous les mois sur mon livret A, sur mon compte épargne? Tout le monde trouverait ça bizarre. Tout le monde dirait, mais tu fais quoi là? Pourquoi faire? Pourquoi tu mets de l'épargne sur le compte de ton mec ou de ta copine? Tout le monde trouverait ça bizarre. Mais par contre, il y a plein de gens qui trouvent ça normal que quelqu'un donne de l'argent en fait pour rembourser un crédit immobilier. Donc, et moi, mon souci, c'est que finalement, tu vas à la banque, tu vas prendre ton crédit pour un bien qui t'appartient, donc jusque-là, tout va bien. Et chaque mois, tu t'enrichis automatiquement puisque chaque mois, il y a une partie qui va vers le remboursement du capital emprunté. Que tu sois tout seul, ce montant, ce patrimoine se constitue. Que tu sois à deux, avec une personne qui vit chez toi qui ne te donne rien, ce patrimoine se constitue toujours. Donc en fait, le fait que la personne soit chez toi, ça ne te retire rien. OK ? On ne parle pas des charges, on ne parle pas de l'eau, l'électricité, tout ça. Je parle juste sur la partie remboursement du crédit immobilier. Ça ne t'appauvrit pas que la personne soit chez toi, en fait. Mais le problème, c'est que les gens, je ne sais pas pourquoi, ça les pique de se dire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas cette charge. Mais qu'est-ce que ça... En fait, ça t'enlève rien. Ça ne t'enlève rien. Pour moi, ça, comme tu dis, je comprends pas trop. Pour moi, c'est logique, en fait. Oui, mais il y a des personnes qui peuvent dire, ouais, mais si la personne, elle était dehors, elle allait payer un loyer. Oui, elle allait s'appauvrir. Et donc, tu te dis que finalement, tu es dans une relation romantique avec quelqu'un et tu souhaites qu'elle continue à s'appauvrir. Et en fait, moi, c'est là où j'ai du mal avec ce principe-là. Et je me dis, à la rigueur, si tu veux partager quelque chose, sors ton tableau d'amortissement, ok ? T'en as pour X milliers d'euros d'intérêts, partagez les intérêts. Wow. Sois transparent jusqu'au bout. Mais dis pas, ah oui, si t'allais dehors, t'allais devoir payer. Mais qu'est-ce qui te dit ? En fait, c'est mauvais à tellement de niveaux. Déjà, la personne, c'est la personne que tu aimes, d'accord ? C'est ton ou ta partenaire de vie. Tu veux ça te tient à cœur qu'elle continue de s'appauvrir. Déjà, pose-toi des questions. Et deuxièmement, tu te dis que cette personne, tu considères qu'elle allait continuer à s'appauvrir. Mais non. Cette personne-là, elle aurait très bien pu trouver un ou une partenaire qui lui propose d'acheter ensemble pour ne pas continuer à s'appauvrir. Ou elle aurait pu, si elle était célibataire, acheter un bien. Ok, peut-être qu'il aurait été plus petit, peut-être qu'il n'aurait pas été dans le meilleur quartier de la ville, etc. Mais elle aurait pu commencer à se créer du patrimoine. Effectivement. Donc pourquoi vouloir absolument que la personne continue à s'appauvrir à l'intérieur de sa relation? Et moi, c'est ça qui me dérange. Et je me dis, à partir du moment où tu ne perds rien, ça ne devrait pas te déranger, en fait. Quand tes enfants, ils sont chez toi, je sais qu'il y a des parents qui font ça, mais bon, moi, je ne ferais pas ça. Mais tu vas te dire, ouais, il faut que tu payes. Quand c'est un loyer, je comprends, tout le monde s'appauvrit, donc on essaye de moins s'appauvrir l'un et l'autre. OK. Mais quand toi, tu es en train de t'enrichir, pourquoi est-ce que tu veux continuer à t'enrichir sur le dos de la personne ? Et moi, c'est ça que je ne comprends pas. Et je me dis, si vous voulez partager les choses, partagez les charges. C'est très simple. C'est normal, la personne, elle est là, elle utilise les robinets, elle bénéficie du chauffage, elle utilise Internet, elle utilise... donc, toutes ces parties-là, bien sûr qu'il faut les partager, encore heureux. Si vous voulez partager une partie de votre crédit, au moins, ayez l'honnêteté et la transparence de ne faire payer que la partie intérêt. Et pas la partie capitale. La partie capitale, c'est de l'épargne. Non, je te suis à 100% sur ça, mais c'est toujours... je comprends pas pourquoi, mais c'est toujours très compliqué de faire comprendre ça. C'est comme de la jalousie à l'intérieur du couple. Ah oui, mais toi, le midi, tu manges gratuitement dans ton entreprise, donc tu vas payer plus de courses. Mais gars, ça t'enlève rien, en fait. Non, t'as entendu ça? Non, j'ai pas entendu ça, mais pour moi, ce serait au même niveau. Ouais, toi, dans ton entreprise, je sais pas, t'as quelqu'un qui travaille, je sais pas, dans un restaurant, tous les midis, tu manges gratuitement, alors du coup, tu vas payer plus de courses. Enfin, ça t'enlève rien, en fait. Le fait qu'elle mange ou qu'elle dépense pour le midi. Non, c'est sûr, ça... Ah bon.
Après, chacun, sa vision des choses, comme j'ai dit, chacun réfléchit pour lui ou pour elle. Mais moi, c'est ma façon de voir les choses, en tout cas. Et du coup, on a parlé de patrimoine, etc. Euh, Tu penses qu'à partir de quel âge il faut commencer à penser pour sa retraite? Le plus tôt possible. En fait, dès que tu commences à travailler. Parce qu'en fait, plus tu t'y prends tôt et moins tu as un effort important à faire. Parce que tu vois, c'est comme si, je sais pas, tu as une boule de neige. Ben, si tu la commences loin, tu peux la faire petit à petit et la faire grossir petit à petit. Mais si tu commences proche de la fin, tu imagines l'effort qu'il va falloir fournir pour faire la même boule de neige, Oui. le même bonhomme de neige. Ça va être très difficile. Donc, plus tu t'y prends tôt, même si c'est des petites choses, mais au moins y réfléchir. Moi, par exemple, mon immobilier, clairement, je n'ai pas fait pour être la reine de l'immobilier, je sais pas quoi, rentière. Non, non. C'est juste, je me dis, c'est pour ma retraite. Voilà. Donc, j'ai pas cherché les trucs les plus rentables, j'ai cherché les trucs où il y avait le moins d'efforts à faire, en me disant, ben voilà, ça va me prendre 20 ans ou 25 ans à rembourser ça. Et une fois que j'ai remboursé ça, ben, ça va me faire ma rente pour ma retraite. Et si j'arrive jusque-là, hein, parce que c'est encore dans longtemps, mais au moins de me dire que j'ai commencé à faire un truc qui me demande des efforts, mais pas non plus un truc démentiel, parce que malheureusement, la retraite d'État, on ne sait pas trop à quelle sauce on sera mangé dans X années, quoi. Et à part l'immobilier, comment on peut se préparer pour la retraite? Parce que j'ai vu sur ta page les trucs que les vieux font, que les jeunes devraient faire. Non, mais après, bah, les vieux, de toute façon, ils aiment bien, ils adorent l'immobilier, les vieux, hein. Même si c'est des petits trucs et que ça te fait un petit 400, 500 euros, bah, ça sera toujours ça de prix. Surtout que l'avantage de l'immobilier, c'est que c'est indexé, quelque part, les loyers sont indexés à l'inflation. Tu vois, donc finalement, ça te permet d'ajuster. Tu sais que c'est un montant qui sera ajusté. Après, il y a la partie épargne. Le seul problème avec la partie épargne, c'est que c'est toujours proportionnel à ton capital. Donc, pour générer X milliers d'euros par an, même si tu as une grosse rentabilité, il faut un montant important. Et donc, bah, pour avoir ce montant important, il faut commencer le plus tôt possible. Donc, que tu le fasses en financier ou en immobilier, à la fin, c'est la même chose. Et puis après, tu as tout ce qui est création d'entreprise, etc. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut faire, par exemple, des levées de fonds ou de revendre sa boîte, des millions d'euros, Oui. etc. Bon, bien sûr, je vous souhaite à tous et toutes beaucoup de succès avec vos entreprises. Mais c'est une fraction finalement assez faible des entrepreneurs qui vont pouvoir faire ces reventes-là. Mais bravo à eux, hein. Moi, j'adore ces histoires-là. Non, mais oui, c'est intéressant parce que quand on est plus ou moins jeune, on ne pense pas du tout à la retraite. Et moi, en ce moment, j'ai un peu cette mentalité-là, ce mindset de me dire, je cherche des trucs qui peuvent m'apporter de l'argent maintenant et pas plus tard. Mais tu peux le faire comme ça, mais tu sais, c'est un peu comme quand tu joues aux échecs. La vie, c'est pas une partie de dames, hein. C'est pas genre un pas, un pas. C'est un truc comme ça, finalement, ça va déclencher 3, 4 autres choses. Mais il faut penser déjà le coup d'après, comment est-ce que je vais faire? Parce que le problème, c'est que si jamais tu reviens à zéro à chaque décision, tu vois, parce que c'est comme si tu... T'as rien fait. Bah oui, c'est comme si à chaque intersection, en fait, c'est comme si tu as un stop. Parce que comme tu n'as pas réfléchi, est-ce que tu dois tourner à gauche, tourner à droite ou aller tout droit, à chaque stop, tu t'arrêtes. Alors, à quel endroit je vais? Alors, bien sûr, on n'est pas des devins. Tu te fais ton plan sur 10 ans et puis, bon, au lieu d'arriver à Marseille, peut-être que tu seras à Aix-en-Provence ou à Toulon. Bon, désolé, j'ai donné des villes françaises. Mais Ouais, pas de tu vois, souci. tu peux dévier un petit peu de ton axe. Mais si tu sais pas si jamais tu veux aller à Lille et que tu passes par Marseille pour aller à Lille, tu vois, il faut avoir quand même un objectif et de penser au coup d'après pour te dire, ben, en fait, je fais ça comme ça parce que je sais qu'au moins, ça ne me ferme pas des portes pour aller après vers là ou là. Et tout ça, tous ces trucs-là, il faut les mettre dans tout, dans ton entreprise, dans ta carrière, dans tes investissements. Enfin, bon, c'est peut-être des phrases un peu ballot, hein, ce que je dis, mais Non, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est vrai que si tu essaies toujours de faire des coups, des coups, voilà. entre guillemets, des coups, mais à un moment donné, quel est ton objectif final?
Quelle est ta destination finale? Et il ne faut pas se brider sur le fait que, ah oui, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Bah, bien sûr qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Ça, ce n'est pas un souci. Mais ce n'est pas parce qu'on ne sait pas qu'il ne faut pas essayer de... Enfin, c'est comme si, je ne sais pas, tu es sur un bateau et genre, bon, bah voilà. Je mets un coup de rame à gauche, un coup de rame à droite, et puis tu vas te rendre compte que finalement, tu as tourné en rond, tu es resté exactement... Tu te laisses porter par le vent. Oui, voilà. Et puis tu as oublié de prendre ta voile, donc il n'y a pas de vent. Parce que tu n'avais pas prévu que, ah oui, il faudrait peut-être que j'ai une voile. Non, je pense que c'est important d'avoir une stratégie, même si on n'y pense pas tous les jours, tu vois, mais d'avoir dans un coin de sa tête... c'est ça mon objectif, même si c'est vivre à l'étranger, même si c'est devenir super entrepreneur, même si c'est avoir une vie de famille pépère, tranquille, sans stress. Même ça, tout ça sont des bons objectifs qui se valent. Mais juste, il faut savoir ce qu'on veut. Parce que par exemple, imaginons, tu as des personnes, je sais pas, par exemple, tu es freelance et ton boulot, enfin ton argent ne compte que sur toi. Mais ça, c'est des choses aussi, il faut y penser. Ça veut dire, mais le jour où je serai en fait, je ne pourrai jamais être à la retraite. Ou si je ne mets pas déjà d'autres stratégies de côté pour pouvoir prendre le relais sur les heures que moi, je passe sur mon activité. Donc, c'est plein de choses. C'est compliqué. Hein. Je ne dis pas que c'est simple. Non, mais il faut se poser les questions quand même. C'est sûr, c'est sûr. Et revenons un peu sur mon budget bento. Donc, il y a le livre, ça pour bien piloter ton budget. Mais à part le livre et la page Instagram, j'ai vu aussi vous faites des ateliers, c'est ça? Ouais. Et ça consiste en quoi un peu les ateliers? Alors, je fais 2 types d'ateliers. Donc, il y a les ateliers que j'organise moi-même. Et donc, c'est des ateliers budget. En gros, ce que je mets dans mon livre, on le fait ensemble pendant une après-midi ou une matinée. Et donc, voilà, il y a les relevés de compte, faut tout surligner, faut machin, c'est ça. J'ai toujours des personnes qui disent ah c'est long et tout. Après, je dis ouais, mais quand tu étais en train de dépenser là, tu disais pas que c'était long, hein. C'était rapide pour dépenser. Donc il y a ces ateliers là, et puis aussi depuis cette année, je fais des ateliers en entreprise. En fait, c'est l'entreprise qui me rémunère pour que j'anime l'atelier au sein de l'entreprise, pour que les salariés puissent bénéficier gratuitement, enfin en tout cas c'est pris en charge par l'entreprise d'un atelier comme ça. Et j'aimerais bien développer cette partie-là. Donc si vous travaillez dans des grandes entreprises, n'hésitez pas à m'appeler pour mettre ça en place avec vos entreprises. Voilà, parce que finalement le problème c'est que tu sais, tout à l'heure au début de l'épisode on parlait de l'euro-respect, etc. Je ne peux pas faire des ateliers où finalement je ne gagne pas ma vie. Parce que je ne fais pas que Instagram, j'ai mon travail. Donc, ça veut dire que quand je fais des ateliers le week-end, je suis en train de sacrifier mon week-end. Et je ne vais pas sacrifier mon week-end pour 300 balles. Donc, il faut vraiment que le truc, ça me rapporte de l'argent. Et donc, de facto, ça exclut certaines personnes qui ne peuvent pas se payer cet atelier-là. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé, cette année, j'ai fait 2 choses. Les ateliers en entreprise et les ateliers sponsorisés par des partenaires. OK. Voilà, donc j'espère que je pourrai continuer à faire la même chose l'année prochaine pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent... Enfin, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas réaliste de se dire non, mais moi je verrai demain comment ça se passe. Enfin, vivre au jour le jour, ça coûte trop cher dans le sens où on peut même plus se permettre de faire des erreurs. Quand on n'a pas d'épargne, si tu te vautres. Il y a beaucoup de personnes qui vivent au jour le jour. Tu penses que c'est. Moi. On parlait de mon budget bento, on va y revenir, mais moi je pense qu'il y a un manque d'éducation financière dans le système scolaire dès le plus jeune âge. Pourquoi on ne nous apprend jamais comment gérer son argent? Alors, je pense que... Vas-y, finis ta question. Non, vas-y, j'avais fini ma question. Je pense que déjà, c'est vu comme quelque chose de pas noble, le budget. Tu sais, c'est un truc de... c'est pas comme la politique, la géographie, tu vois, les trucs, surtout en France, la culture générale. En France, ils n'aiment pas le côté ballot, quoi, tu vois. Faut que ça aille dans un musée, quoi. Je vais pas voir le musée du budget. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai pour... Donc, du coup, c'est pas un truc noble. Je pense que c'est pas perçu comme quelque chose de noble, mais c'est quelque chose d'utile. Donc, quitte à faire de l'éducation civique, pour être un bon citoyen, une bonne citoyenne, au moins avoir des cours de vie pratiques, en fait. Tu peux pas arriver dans la vie adulte, tu sais pas c'est quoi un budget, tu sais pas... la dernière fois, c'est pas la dernière fois, c'était hier, en fait, j'ai dîné avec une copine
Et en fait, elle me disait qu'elle avait rencontré un gars, bon, c'est pas son copain ou quoi, mais juste un mec qui était là et qui ne savait pas qu'il fallait utiliser de l'eau pour faire cuire les pâtes. Et en fait, c'est pas possible. Bon, c'était il y a très longtemps, hein, mais c'est pas possible en fait d'avoir une jeunesse qui arrive dans la vie d'adulte et qui n'a pas. Non, il a menti, lui. Non, c'est pas possible. Il voulait pas cuisiner, c'est tout. On va pas commenter dessus. Mais c'est juste pour dire que, en fait, il y a des bases qui sont censées aussi être transmises par les parents. Et que peut-être que l'école, elle estime que l'argent, c'est de la sphère privée et que donc ça doit être enseigné par les parents, comme la cuisine et la couture et le bricolage et toutes ces matières-là qui existaient avant à l'école et qui ont disparu. Mais à la fin, ça te fait une population qui fait n'importe quoi financièrement parlant. Mais est-ce que c'est vraiment un problème, finalement ? Non, et pour revenir à ce que tu disais, l'argent doit être faite par les parents. J'avais Nick Moukoko ici, un humoriste, avec qui on discutait, qui m'expliquait que lui, son argent, quand il a commencé à il était danseur sur des tournées, il a tout dépensé. Il ne savait pas comment gérer son argent. Et il me disait, mais ma mère n'avait pas le temps de m'expliquer comment le faire. Elle avait 2 jobs, beaucoup d'enfants à la maison. Et peut-être elle-même, elle n'avait pas eu ce côté-là. Mais donc, moi, je pense que c'est vraiment un truc à l'école, en Belgique ou en France. Je pense que même aux États-Unis, ça n'existe pas. Aux États-Unis, si, parce qu'aux États-Unis, t'as beaucoup plus de... T'as des trucs pratiques. Tu sais, genre quand, par exemple, ils ont un œuf ou une poupée, tu sais, tu vois, des trucs... C'est un peu caricatural, mais ça te met un pied dans le... Oui et non, parce que quand tu regardes les athlètes professionnels, NBA, NFL, il y en a beaucoup, ils terminent broke à la fin de leur carrière. Ouais, mais souvent, ils sont broke parce qu'ils comptent sur des gens qui font n'importe quoi. Ils ne savent pas gérer Voilà. eux-mêmes. On leur a jamais appris vraiment à gérer leur argent. Non, mais je pense que c'est important, mais je ne sais pas si c'est un avantage pour l'État d'avoir des gens qui comprennent bien comment fonctionne la finance. C'est pas du tout Parce un que avantage. quelqu'un qui comprend bien comment fonctionne la finance, là, on enregistre ça, c'est le week-end du Black Friday, c'est quelqu'un qui ne va pas se précipiter sur des promotions. C'est quelqu'un qui ne va pas prendre de crédit conso. C'est quelqu'un qui va vouloir acheter au juste prix. C'est quelqu'un qui ne va pas acheter des vêtements à ne plus savoir qu'en faire pour ensuite les jeter à la poubelle. C'est quelqu'un qui est un peu conscient. Tu vois ? Tu as tout à fait raison. Et ça, être conscient, être un humain conscient, qu'on a un impact sur la société, qu'on a un impact sur l'environnement, qu'on a un impact sur plein de choses, finalement, ce n'est pas compatible avec la société capitaliste, puisque la société capitaliste, elle a besoin qu'on soit constamment en croissance. Après, ils te font des petites commissions de surendettement. Bon, là, t'es allé un petit peu trop loin. Tac, on te retire ton truc. Et puis après, 5 ans plus tard, c'est bon, tu peux recommencer à faire n'importe quoi. Voilà. Il y a plein de choses à faire qui ne sont pas faites. Moi, je ne sais pas. Oui, ce serait mieux que ce soit fait, mais... Après, quels sont les messages qui vont être transmis aux enfants ? Après, on va dire, oui, mais les entreprises, ils essaient de rentrer dans l'éducation nationale. Ah, les entreprises, c'est caca. Enfin, bon. Bref, parce qu'elles cherchent à faire de l'argent. Je comprends. Mais c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des pages comme la tienne qui existent, des blogs, les ateliers que tu fais. Je pense que c'est vraiment hyper important. Et je pense que ça devrait même être fait au plus jeune âge pour apprendre, même aux plus jeunes, tu as un peu d'argent de poche, comment dépenser ton argent de poche. Mais tu vois, par exemple, pour les enfants, moi, ce que je dis, c'est bien d'avoir le porte-monnaie et la tirelire. Parce qu'en fait, dès que tu as des sous, il faut dire à ton enfant, tu as ton porte-monnaie, c'est pour tes petites dépenses, tu as envie d'acheter tes petits bonbons, ton pain au chocolat ou je sais pas quoi. Et tu as ta tirelire. Et dans ta tirelire, tu mets de côté pour les plus grosses choses. Tu vois, si tu veux t'acheter un vélo, si tu veux t'acheter un jeu vidéo qui coûte un peu cher, etc. Pour qu'en fait, l'enfant, il comprenne aussi que c'est pas tout... Chaque euro ne se vaut pas, en fait. Parce que l'euro que tu dépenses pour le bonbon, c'est pour un truc éphémère, tu vois, ça disparaît. Alors que l'euro que tu vas épargner, c'est pour créer quelque chose. Tu vois ? Et du coup, d'essayer d'inculquer ça déjà dès le plus jeune âge, ça aide déjà à développer un peu cette discipline de se dire, quand je reçois de l'argent, il y a une partie qui est pour m'amuser, pour faire des trucs, et il y a une partie de l'argent, c'est pour plus tard. Tu vois, déjà la notion de sortir de l'immédiateté,
Bah, ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Je sais pas, tu as dû voir ces vidéos-là où on met des enfants dans une pièce où il n'y a pas de... Bah, comme là où on est, tu n'as pas de notion du temps parce qu'il n'y a pas de vue sur l'extérieur. Et on leur met un chamallow ou un truc comme ça et on leur dit, si tu attends suffisamment que je revienne, en fait, je te donnerai un deuxième chamallow. Et donc, bah, tu as les enfants qui regardent le chamallow, ils le touchent, mais ils sont c'est mort. Non, mais ils ont un certain âge, hein, ils ne sont pas des bébés. Hein. Mais tu vois, je ne sais pas quel âge ils ont, 7, 8 ans, un truc comme ça, un truc où tu peux quand même... voilà. Et tu avais les enfants qui ont mangé le chamallow et tu avais les enfants qui n'ont pas mangé le chamallow et qui ont attendu et qui ont eu le deuxième chamallow. Et ça, c'est une étude qui a été faite, je crois, à Berkeley, bref, aux États-Unis, il y a assez longtemps. Et ils ont en fait un peu suivi les enfants dans le temps, je ne sais pas, peut-être sur 20 ans ou 30 ans, un truc comme ça. Et au bout de 30 ans, ils ont dit, les enfants qui ont réussi à résister à la tentation immédiate, donc à cette satisfaction immédiate, eux, ils ont mieux réussi dans la vie. Et en fait, donc j'ai lu un livre qui s'appelle, je crois que c'est The Real Cost of Scarcity, donc c'est le vrai coût du manque. Et ils ont fait des recherches annexes à cette étude et ils ont dit que finalement, les enfants qui ont réussi à résister, c'était finalement les enfants qui venaient de milieux les plus favorisés. Et ce qu'ils expliquaient, c'est que finalement, c'est pas que les enfants qui viennent des milieux favorisés sont plus intelligents ou sont plus malins, ça n'a rien à voir. C'est que les enfants qui sont dans les milieux favorisés, quand leurs parents leur ont dit « Attends pour ça, tu auras ton vélo à Noël ou tu auras tel truc à ton anniversaire », les choses arrivaient. Donc, c'était des enfants qui avaient confiance en l'avenir. Parce que quand les parents disent « Tu vas avoir ça si tu attends, à telle date », donc finalement, pour eux, ils étaient sûrs d'avoir le deuxième chamallow parce qu'ils savent que quand ils attendent pour quelque chose, ça va venir. Alors que les enfants des milieux plus modestes ou défavorisés, eux, quand les parents ils disent d'attendre, ça n'arrive peut-être jamais. Ça arrive des fois jamais, en fait. Et donc, eux, ils sont plus dans l'immédiateté parce qu'il vaut mieux avoir un tien, vaut mieux que 2, tu l'auras. Tu vois. Ils disent, c'est pas grave. J'en ai pas 2, mais au moins j'en ai eu 1, c'est mieux que 0, tu vois. Et donc, du coup, ça, c'est aussi des choses finalement que tu transmets à ton enfant sans faire exprès. Parce que les parents des milieux défavorisés, c'est pas qu'ils veulent blouser leurs enfants de manière genre j'essaye de te machin. Mais des fois, il vaut mieux dire non et le faire quand on peut le faire. Plutôt que de dire oui et puis après finalement pas pouvoir le faire. Et puis même en tant que parent, tu sais que tu n'as pas tenu ta promesse. Ouais. Tu vois. Et donc, bref, pourquoi j'ai parlé de ça, c'est pour dire que finalement, les enfants, ils apprennent aussi plein de choses dans la vie de tous les jours. Et tu vois, quand tout à l'heure, la personne que tu avais interviewée avant a dit oui, mais la maman, elle n'a pas le temps de faire ça. C'est pas vrai. En fait, c'est des choses, il faut juste les faire de façon intentionnelle. Parce que si la maman, elle travaille énormément avec beaucoup d'enfants et pas d'aide, c'est très certainement que c'était une très bonne gestionnaire. Mais sauf qu'elle le faisait en mode automatique. Elle n'a pas fait en mode intentionnel de dire à ses enfants... Apprentissage. Voilà, tu vois, de dire, en fait, maman, elle a un budget de temps, ça, c'est pour les courses, ça, c'est pour la maison, et on fait comme ci, comme ça. Et elle travaille pour avoir un peu plus. Et en fait, c'est juste qu'elle l'a fait très bien, parce que j'imagine que c'est quelqu'un, peut-être qu'il a manqué un petit peu certaines choses, mais bon, finalement, il a pas, sa vie, il n'a pas loupé. Il est venu à ton podcast et tout. non, c'est surtout un grand humoriste et un acteur accompli. Donc, voilà, tu vois, donc je pense que la maman, elle a fait quand même du bon travail, tu vois. Mais simplement, elle l'a fait de façon automatique et il n'y a pas eu d'intention de transmettre quelque chose. Mais souvent, on n'y pense pas. Hein. On fait des trucs, mais on pense pas souvent à la transmission aux enfants de ce qu'on fait. On ne prend pas le temps d'expliquer pourquoi c'est comme ça. On est en pilote automatique. Quoi. Exactement. Et on se dit que ils vont comprendre eux-mêmes. Oui, mais le problème, c'est que dans la vie d'aujourd'hui, en fait, si tu peux te cramer tellement vite qu'il faut que tu arrives équipé. Mais tu vois, en fait, moi, j'ai le même exemple. Par exemple, mon père, il cuisine énormément, mais il m'a jamais appris à cuisiner. Et donc, du coup, moi, je cuisine, mais voilà, quoi, ça n'a rien à voir avec les plats que mon père il faisait. Alors que finalement, il aurait pu se dire, moi, je cuisine bien et tout, il aurait pu m'impliquer dans le... Alors que moi, ma seule implication, c'était de mettre mes pieds sous la table et
et de lécher mes doigts à la fin du repas. Ouais, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, mais c'est toi qui as un enfant, moi qui ai un enfant, pourquoi? Pourquoi des choses comme ça, mais je pense qu'on ne prend pas le temps, en fait. Oui, voilà, c'est ça. En fait, on ne prend pas le temps. On prend pas le On temps. prend pas le temps, mais il y a des choses que les enfants, ils voient quand même. Parce que moi, par exemple, mon père était propriétaire. Donc, quand je suis partie de chez mon père, pour moi, je n'allais pas faire locataire. Je suis partie, j'ai été locataire. Bon, ben, j'ai eu mon fils et tout, donc je suis partie pour être locataire. Mais du premier jour où j'ai eu mon CDI, j'ai commencé à chercher des appartements. Donc moi, j'ai été locataire pendant, on va dire, 100% locataire pendant 3 ans. Et après, il y avait 2 ans de construction, parce que j'ai acheté en 2013, mais c'était dans le neuf, donc ça a été livré en 2015. Et donc j'ai fait 5 ans en tant que locataire. Bon, on va dire 2 ans propriétaire en attente, tu vois. Et puis, l'année prochaine, ça fera 10 ans que je suis propriétaire. Donc finalement, dans ma vie, j'ai plus été propriétaire que locataire. Donc il y a des choses que tu vois et que tu... Ouais, en fait, pour moi, c'était... Je sais pas, moi, mon père était locataire. Donc, en fait, pour moi, c'était ma normalité. Je savais pas qu'il y avait des gens qui étaient... Je pense que quand j'étais petite, je devais pas savoir qu'il y avait des gens qui étaient locataires. Pour moi, tout le monde... Quand tu dis c'est ta maison, oui, tu vois ce que je veux dire? C'est ta maison. Je pensais que tout le monde était dans sa maison. Et puis, c'est après, quand tu grandis, que tu comprends le truc. Ah non, en fait, il y a des gens qui sont pas propriétaires. Et finalement, ça, c'est des trucs qui se transmettent de manière... inconsciente, tu vois. Et moi, par exemple, mon fils, je pense que pour lui, c'est normal d'avoir des biens locatifs. Parce qu'il voit ça chez toi, ouais, voilà. etc. Il se dit, ah, mais c'est la norme. Oui, enfin, c'est sa norme à lui. C'est la norme à lui, oui. Et du coup, finalement, quand lui va commencer sa vie d'adulte, il part avec c'est le titre de ton podcast, il part avec un mindset qui n'a rien à voir avec un enfant ses parents étaient locataires, il n'a pas de patrimoine, pas de machin, etc. Et c'est pas pour dire qu'il est mieux que l'enfant qui n'a pas tout ça, mais c'est juste que concrètement dans la vie, il va pas partir Ouais, il part pas sur la ligne ils sont pas sur la même ligne de départ. Hein. Non, c'est sûr. Et si on revient à Mon Budget Bento, quels sont les projets futurs de cette marque? Parce que c'est une marque. J'aimerais bien faire un événement. J'ai déjà fait un événement l'année dernière, mais finalement, j'en ai fait qu'un seul. Et j'aimerais bien en faire plus, parce que ce que j'apprécie le plus, en fait, dans Mon Budget Bento, c'est pas de raconter, c'est pas de faire ma prof d'école. Oui, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Moi, j'aime vraiment les échanges entre les gens, parce que c'est vraiment ça qui nourrit, en fait, la réflexion. C'est pas moi, Maëva, la maîtresse d'école, qui explique au monde comment gérer son argent. Parce que comme on l'a discuté, finalement, c'est tellement personnel par rapport à tes situations. Et de se motiver, surtout, moi, dans mon audience, j'ai principalement des femmes. Et j'ai aussi, entre guillemets, une surreprésentation des femmes afro. Parce que forcément, quand tu vois une femme noire, tu vas facilement, en fait... te reconnaître, voilà, merci pour le mot, te reconnaître, parce que on a des cultures qui sont très similaires, donc les situations, et forcément il y a des anecdotes que je vais raconter, forcément les gens ils vont dire ah mais moi il m'arrive exactement la même chose, tu vois. Et donc voilà, un truc où on peut se rencontrer, on peut discuter, on peut partager nos expériences, les choses qui ont bien marché, les choses qui n'ont pas fonctionné. Et puis comme je te disais, faire plus d'ateliers en entreprise pour pouvoir toucher un maximum de personnes qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir se payer ce genre de... J'allais dire d'activité. C'est pas une activité, mais ce genre de service. Ouais, voilà. Ok. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Ah merci. Et on est un jeune podcast, je dis toujours ça, mais on commence un peu à vieillir. On a déjà une tradition. Donc, la tradition, c'est que chaque invité, à la fin du podcast, donne une citation, chante. Un mantra. Tu peux chanter? Non, je ne vais pas chanter. Je pourrais chanter, mais je ne veux pas vous infliger ça. Donc, un mantra, une situation, quelque chose qui le fait avancer. Et le prochain invité réagit au mantra ou à la citation de l'invité précédent. Donc, l'invité précédent, je vais te dire ce que la personne a dit, ok. Oui. C'est une phrase de Carl Gustav Jung. Tout ce qui ne remonte pas en conscience revient sous forme de destin.
Ok, donc en gros, les choses que tu fais pas par toi-même, le travail que tu fais pas par toi-même, la vie va te l'imposer pour que tu aies à travailler dessus, quoi qu'il arrive. Et en fait, c'est ça. En fait, si tu prends pas conscience de qui tu es et tu ne fais pas un travail sur toi-même, tu vas dire, ah, mais ça, c'est le destin. Alors que c'était forcément quelque chose que tu avais ancré en toi, Ouais, mais je qui pense l'a que manifesté. je pense que c'est pas un destin genre ah c'est le destin. Je pense que c'est un destin Ouais, en mode. oui, oui. Donc là pour les personnes qui écoutent seulement, je viens de taper contre ma main avec un poing. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette phrase? Est-ce que Euh, ça te parle Oui, pas? oui, 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 ça me parle. Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ce point-là? Parce que justement, la phrase que j'allais dire, la phrase que je vais dire, ça va résonner par rapport à cette phrase-là. C'est fais-le même si t'as mal au ventre quand tu le fais, en fait. Tu vois? Parce que finalement, je vais pas dire, je sais pas si je dois dire qu'on a un destin, mais tout le monde a un appel. Tu vois? Tout le monde, je pense, est là pour faire quelque chose. On n'est pas venu juste ici pour respirer, chier et dormir. Tu vois ce que Oui, je oui, veux dire? oui. Tout le monde a... Un truc, même si c'est un petit truc, on vient pour faire quelque chose. Et donc finalement, soit tu travailles suffisamment sur toi-même et que tu te dis, non mais, moi tu vois, il y a une phrase, des fois je me dis, des fois quand je suis fatiguée, que j'en peux plus et tout, je me dis, vas-y Maëva, tu peux le faire. Tu vois, je me dis ça, je m'auto-motive avec une petite phrase à la noix, tu vois, mais c'est vraiment ça, je me dis, vas-y Maëva, tu peux le faire et tout. Parce qu'il y a des moments, forcément, ça ne va pas se passer comme on a envie que ça se passe. Ça ne sera pas toujours aussi évident qu'on a envie que ça se passe. Mais on est capable de le faire. Je pense que tout le monde sait à quoi... Des fois, ça va même aller beaucoup plus loin. Moi, par exemple, mon budget bento, tu me dis en 2020, ouais, tu auras 75 000 abonnés, tu vas participer à des événements, tu vas machin, tu vas vendre plus de peut-être 10 000 livres et tout. J'aurais rigolé. J'aurais grave rigolé. J'aurais dit, ah, n'importe quoi. Donc, ouais, si on a tous des choses à accomplir dans la vie, et le fait d'avoir peur, ça ne doit pas nous empêcher de les faire. Et puis, comme la phrase de la personne précédente, finalement, même si tu ne les fais pas, ça va venir à toi, mais pas de la meilleure façon, en fait. Ouais. Tu vois, c'est comme si tu dois t'arrêter, soit tu appuies sur le frein, soit tu vas te prendre un mur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vaut mieux être... dans la partie, tu vois, comme tout à l'heure, je disais, j'aime pas les non-décisions. J'aime pas, c'est pas, un truc, c'est comme ça, alors je le fais comme ça. J'ai réfléchi, tu vois, c'est le côté intentionnel. On en a juste d'en parler du côté intentionnel. Je pense que c'est super important. Et bon, voilà, même si t'as... Donc, du coup, ma phrase, c'est ça, c'est même si t'as mal au ventre, même si tu sens, tu vois, quand tes intestins font... tu vois, quand ça fait ça, là, tu dis, bon, c'est comme la première fois que j'ai activé mon site internet, tu vois, j'étais là. T'avais peur de te Ouais, lancer, j'avais mais... grave peur. Parce que je venais d'annoncer que j'avais un livre, etc. Je me suis dit, bon, allez, vas-y, Maëva, allez, vas-y. Non, je pense que, comme tu dis, il faut pas avoir peur de se lancer. Tu peux te rater, mais bon, au moins tu pourras dire j'ai essayé, j'ai fait de Voilà. mon mieux, j'ai tout donné. Et puis aussi, il faut toujours ne pas oublier, bon, sauf si vous êtes médecin, pompier ou je sais pas quoi, en fait, on sauve pas des vies. Tu vois ce que je veux dire? Si jamais... Oh, avec ce que tu fais, tu peux sauver des vies. Hein. Oui, mais si je m'étais trompée, j'aurais tué personne. Tu vois ce que, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si je m'étais loupée, si je m'étais pris les pieds dans le tapis, Effectivement. personne serait mort, en fait. Donc, c'est pas grave. C'est ça, effectivement. Non, mais du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver, Maëva? Vous pouvez me retrouver sur mon compte Insta, mon budget bento, tout attaché. Principalement sur Insta, parce que bon, j'ai un compte TikTok, mais bon, moi, comme je suis une vieille, TikTok, je mets des vidéos comme ça, mais ça va trop vite là-bas. Pour moi, donc oui, sur Instagram, vous allez rejoindre une communauté de gens, franchement, hyper smart. Moi, j'adore, tu vois, les commentaires, les gens, ils discutent, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de « Ah, c'est n'importe quoi », tu vois, tous ces trucs-là. C'est vraiment bonne ambiance, La vraiment bienveillance cool. sur les réseaux sociaux, waouh, chapeau, franchement. Ouais, c'est même si des fois, quand je vois des gens, tu sais, qui commencent un peu à monter, tu vois, je dis tranquille, voilà. Là, c'est bon, on peut se parler sans monter dans les tours. Il n'y a pas quelqu'un qui a tort, quelqu'un qui a raison. Ah oui, et si, un point.
Il y a des choses, ce sont des faits. On ne discute pas des faits. On discute des opinions, Ouais. mais pas des faits. Ouais, effectivement. Donc, sur la page Insta, sur aussi le site web. Ouais, blog. monbudgetbento.com, tout simplement. Et puis, vous pouvez retrouver mes livres, en fait, parce que j'en ai 2, à la FNAC ou sur mon site internet. Ok, Voilà. de toute façon, on mettra tous les liens dans la description, comme ça, Voilà, les gens parfait. qui vont voir l'épisode ou l'écouter pourront avoir accès directement à tout Super. ça. Merci beaucoup, Maëva. Avec C'est la plaisir. fin de notre entretien et on te souhaite plein de bonnes choses pour Mon Budget Bento et Merci, à toi aussi. merci. Merci. Merci à tous. Bye.